Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du Mardi des Agros qui portera sur les sols. Je souhaite la bienvenue donc à tous ceux qui sont ici dans la salle, aussi à ceux qui sont en distance, notamment depuis Angers. On remercie les agros du Pays de la Loire d'organiser cette rediffusion en direct. Je précise également pour ceux qui nous suivent depuis YouTube de ne pas oublier de se créer un compte pour pouvoir poser des questions dans les commentaires. C'est important, si vous le souhaitez. Ensuite, je laisserai Monsieur Sugy introduire le débat, mais juste un petit mot pour vous remercier tous, vous qui êtes membres de la communauté AgroParisTech Alumni, puisque si on peut organiser tous ces débats, c'est grâce à vous, par vos cotisations et par le soutien que vous nous apportez. Alors, si justement vous n'avez pas encore sauté le pas, n'hésitez pas à le faire. Et si c'est le cas, merci à vous et continuez. Merci à vous. Merci Thomas, merci aux alumni de l'Agro de m'avoir confié la belle responsabilité d'animer cette soirée dédiée donc à la question de la santé des sols, un enjeu pour la souveraineté, la sécurité de l'Europe. J'ai une très belle table ronde à mes côtés pour vous entretenir de ce sujet tout au long de la soirée. Alors, en premier lieu, j'accueille avec beaucoup de plaisir Gaspard Koenig, qui n'est pas encore parmi nous, qui montera tout à l'heure sur l'estrade pour nous rejoindre et qui nous présentera bien sûr le roman que vous avez déjà tous lu, Humus. Gaspard Koenig m'a demandé par souci de simplification de ne pas énumérer la fastidieuse liste de tout ce qu'il fait ou qu'il a fait dans sa vie et de s'en tenir au strict minimum. Je me contenterai de rappeler ici à ceux qui l'ignorent encore qu'il est philosophe, romancier donc, chroniqueur, et auteur de ce roman qui nous amènera probablement, après un certain nombre de considérations plus techniques, à envisager aussi les enjeux philosophiques, anthropologiques de la préservation des sols. Et donc, nous l'accueillerons tout à l'heure. Vous pourrez aussi lui poser toutes les questions que les lecteurs exigeants que vous êtes brûlent de poser à l'auteur. Avant cela, nous allons donc discuter avec les trois personnes qui sont à mes côtés. Tout d'abord, Claire Chenu, bonsoir. Claire Chenu, qui aussi par modestie m'a demandé de raccourcir son CV. Je préciserai au moins que vous êtes donc directrice de recherche à l'INRAE, professeur consultant à l'AgroParisTech. Donc vous êtes ici chez vous en quelque sorte. Vous avez été ambassadrice mondiale des sols auprès de l'ONU en 2015 et surtout en ce moment vous êtes coordinatrice d'un programme européen de recherche sur les sols, programme très imposant qui doit gérer plus de 80 millions d'euros d'investissement et c'est ce qui vous occupe, je crois, à temps plein et même un peu plus. Vous courez, vous venez à l'instant du Sénat où vous étiez aussi en audition. On rajoute encore une consultation de plus dans votre emploi du temps, mais si vous êtes très consulté, c'est que vous avez beaucoup de choses à nous dire. À vos côtés, Anne-Sophie Leroy, bonsoir. Bonsoir. Vous vous connaissez déjà, je crois, toutes deux, vous avez déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Vous me l'aviez dit, Anne-Sophie Leroy, vous êtes, vous, une ancienne élève de l'agro. Vous êtes passée par Total. Vous êtes consultante pour une fondation qui s'appelle Earthworm, qui nous renvoie aux petits vers de terre qui sont précisément les personnages principaux du roman de Gaspard. Et vous avez dirigé le programme donc au sein d'Earthworm sur les sols vivants. Maintenant, vous gérez un programme qui est dédié à l'agriculture régénératrice. Et donc, votre souci, c'est de montrer à quel point les agriculteurs sont au premier plan sur ce sujet, ce combat qui va nous mobiliser toute la soirée, la préservation de la santé des sols. Et enfin, à vos côtés, j'accueille aussi Charles Vaury. Bonsoir. Bonsoir. Charles Vaury, vous êtes donc ingénieur en agriculture. Vous êtes en charge d'un programme d'innovation qui est dédié à la santé des sols, précisément, au sein de Syngenta France. Je ne sais pas s'il faut le prononcer, Syngenta, qui est donc Syngenta, leader des produits phytosanitaires, des biosolutions et des semences. Et donc vous introduisez au sein de Syngenta vraiment ce programme aussi dédié à l'innovation en matière de sol pour profiter de l'expérience de cette entreprise et développer de nouvelles solutions de marché. Et alors, qui est présente parmi nous mais que vous ne voyez pas, dont nous verrons tout à l'heure le résultat des travaux. J'accueille aussi Claire Masson, qui est présente par liaison téléphonique. Claire, vous nous entendez ? Bonsoir à tous, je vous entends très bien. Et alors Claire, vous êtes donc facilitatrice graphique, c'est-à-dire que à l'issue de la soirée, nous pourrons contempler une œuvre que vous allez faire tout au long de nos échanges, une fresque qui permettra de bien retranscrire différemment la synthèse de nos échanges. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots en quoi consiste ce travail ? Bien sûr, la facilitation graphique, c'est tout simplement d'écouter très attentivement les échanges qui vont être réalisés par les intervenants et de saisir des mots-clés associés à des dessins très simples
L'enjeu, c'est vraiment d'avoir un compte-rendu visuel qui est fait en direct. Et effectivement, donc je vous retrouve en fin d'intervention. Moi, je dessine en parallèle. Et puis, grâce à Nicolas, nous pourrons projeter les éléments qui auront été saisis et dessinés. En d'autres termes, Claire, vous réalisez le rêve de tout écolier. Vous pouvez dessiner dans les marges de vos cahiers et pour autant, vous suivez complètement tous les échanges. On vous retrouve tout à l'heure. Alors, vous l'avez bien compris, ma modeste qualité de journaliste, en plus pas nécessairement spécialiste des sujets dont il sera question ce soir, ne me permet pas de déflorer le sujet avant nos intervenants. Donc, dans un instant, je leur demanderai de nous présenter eux-mêmes les enjeux qui nous mobilisent ce soir, la question de la santé des sols. Les sols sont-ils en bonne santé? Et sinon, pourquoi? Et quelles sont les priorités aujourd'hui pour répondre à cette urgence? Avant cela, peut-être, et parce que j'ai eu le plaisir de discuter déjà un peu avec Gaspard Koenig de cette soirée, peut-être pour introduire en quelques mots, il me revient une phrase que vous me disiez, Gaspard, au téléphone. Vous me disiez, pendant longtemps, les philosophes se sont intéressés au ciel, et moi, je veux de nouveau philosopher sur la terre. Ça m'a un peu inspiré parce que, quelque part, vous dites bien la noblesse de ce sujet des sols, qui, sans mauvais jeu de mots, est probablement un peu terre à terre. Et pour autant, qui contient en lui une dimension évidemment profondément anthropologique. Vous le rappelez bien sûr à travers le titre de votre livre, Humus, c'est ce qui fonde l'étymologie de l'humain. Et donc quelque part, la santé des sols et finalement la bonne santé des sociétés humaines est profondément liée. Je ne crois pas fâcher nos différents intervenants si j'ose cette affirmation. Il y a dans cette opposition que vous aviez faite, Gaspard Koenig, entre les philosophes qui parlent du ciel et ceux qui parlent de la terre, cette image que évidemment vous aviez en tête, la fresque de Raphaël, vous savez, qui est dans la chambre des signatures au musée du Vatican, où l'on représente Platon, qui est l'index levé vers le ciel des idées, et puis Aristote, qui lui a la paume de la main, c'est la main droite je crois, la paume de la main droite tournée vers le sol, vers la terre, pour manifester que contrairement à l'idéalisme platonicien, selon lui, c'est d'abord le réel, l'individualité, et non pas l'universel des idées qui passionne le philosophe. Bon, je passe sur le fait que probablement Raphaël a un peu exagéré le trait dans l'antagonisme entre les deux philosophies. Mon intention n'est pas nécessairement de les réconcilier ce soir, c'est évidemment pas l'objet. Ce que je crois en revanche, c'est que au fond, toute la quête philosophique nous renvoie à cette intime conviction que la terre, dont dans un certain nombre de mythes ou de récits bibliques, l'homme serait issu, eh bien la terre au fond détient la clé de l'énigme de ce que nous sommes. Toujours en réfléchissant un peu au sens des échanges que nous allons avoir ce soir, je pensais à Saint-Exupéry, l'auteur de Terre des Hommes, pilote d'avion, donc profondément attaché au ciel et qui en même temps, justement, dans toute son œuvre, nous rappelle que notre vérité est d'abord dans la terre. Dans Terre des Hommes, on peut lire cette phrase que j'aime bien, et après je céderai définitivement la parole à nos intervenants. La terre, donc, dit Saint-Ex, nous en apprend plus long que sur tous les livres, parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Et précisément, au cours de cette conversation pour les Mardis de l'Agro, nous allons nous rendre compte qu'un certain nombre d'obstacles dans les sols nous résistent au génie de nos sociétés qui ont, à travers des techniques agricoles de plus en plus sophistiquées, et bien aussi en même temps provoqué un appauvrissement de ces sols. Et nous allons aborder ces sujets avec cette conviction, encore une fois, que au fond, la vérité de l'homme et la vérité des sols ne font qu'un. Alors, ma première question à chacun de nos intervenants, je vous la poserai dans l'ordre, d'abord à Claire Chenu, puis à Anne-Sophie Leroy et puis à Charles Vaury. C'est simplement à l'aide de votre expérience professionnelle, votre expérience en termes de recherche, eh bien, de nous expliquer. Alors d'abord, comment est-ce qu'il vous est venu cette idée saugrenue de vous intéresser, comme Aristote, la paume courbée vers le sol, à la terre? Et puis, à l'aide de votre expérience, comment est-ce que vous en êtes venu à considérer que la préservation des sols est un enjeu de préoccupation majeure pour nos sociétés? Claire Chenu. Merci. D'abord, je voudrais exprimer le plaisir que j'ai à être ici. C'est la première fois que je viens, mais je suis vraiment ravie. Alors, pour moi, qu'est-ce qui m'a amenée vers les sols? En fait, je suis géologue de formation, mais avec une formation en biologie par ailleurs, mais je cherchais un domaine qui allie la vie et le minéral. Et puis, voilà, les sols, c'est le milieu parfait pour cela. Donc, je me suis orientée vers les sols et même plus spécialement sur les interactions organo-minérales dans les sols et les interactions bio-organo-minérales dans les sols. Donc, vraiment au cœur de cette frontière de ces mondes.
J'ai progressivement été sensibilisée aux dégradations, aux menaces pesant sur les sols et aux dégradations. Je travaillais sur la structure des sols et voilà, les menaces battances, risque d'érosion, c'est comme ça que j'étais sensibilisée. Et puis j'ai eu la chance de participer à la rédaction de documents préalables à la première stratégie européenne des sols, grâce à mon maître de thèse antérieur, Michel Robert. Voilà, ça s'est développé progressivement. Et puis maintenant, je veux dire, c'est très central par rapport à mes préoccupations, car je pilote ce programme européen sur une gestion durable et climato-intelligente des sols agricoles. Et donc, on se pose beaucoup la question des menaces qui pèsent sur les sols et de la dégradation des sols. Ces menaces, si en quelques mots, vous devriez les résumer avec justement les mots qu'emploieraient justement les responsables européens qui se penchent sur ces préoccupations, vous diriez, et surtout, est-ce que vous seriez capable de les hiérarchiser par ordre d'urgence ? Alors, ça dépend de quelle région on considère. D'abord, je pense que les mots des responsables européens sont les mêmes que nous et que les vôtres. Érosion, principale menace à l'échelle mondiale, moins. Artificialisation, qui est devenue la première menace en France. Et en Europe, on passe de le devenir et ça s'aggrave tellement que c'est vraiment préoccupant. Sinon, j'aurais aussi attention à la salinisation qui se développe dans les pays méditerranéens très rapidement. Inversement, des pays, on va dire, des régions nord de l'est de l'Europe, eux, ils ont affaire avec un passé de contamination lié à des activités industrielles. Donc c'est très dépendant, ça dépend des zones du monde. Mais voilà, érosion, artificialisation, je veux dire même artificialisation en premier. Il y a cette directive européenne, je crois qu'elle date de l'an passé, qui dans son constat, et justement pour pour présider ensuite aux solutions qui seront mises en œuvre, estime que 60% des surfaces aujourd'hui des sols en Europe sont dégradées et donc seraient à régénérer d'ici 2050. Oui. Anne-Sophie Leroy, la parole est à vous, la question est la même. Comment est-ce que vous en êtes venue à vous préoccuper de la santé des sols et comment est-ce que vous décririez l'urgence qu'il y a aujourd'hui à s'en préoccuper ? Alors, moi aussi, également très, très, très heureuse et très honorée d'être invitée ce soir et puis de pouvoir avoir cette discussion avec vous tous sur les sols. Alors, ma confrontation avec le sujet, donc moi, j'ai fait l'agro, la spécialité développement agricole. En fin d'agro, on fait un diagnostic agraire. Pour ma part, je l'ai réalisé au Salvador et sur des parcelles toutes petites, dans des pentes extrêmement importantes. Et là, il y avait une problématique d'érosion très très forte, et on voyait bien effectivement que les agriculteurs allaient être incessamment sous peu dans une situation assez critique. Donc ça, c'était une première exposition au sujet avec un problème de dégradation des sols lié à de l'érosion et notamment le ruissellement des eaux pour de la culture en pente et peut-être pas des pratiques très adaptées. Après, vous avez mentionné que j'ai travaillé pour Total. C'était quelque chose de complètement différent. C'était sur les problématiques de droits de l'homme et droits des communautés autour des projets industriels. Mais les zones dans lesquelles je travaillais, notamment en Afrique de l'Est, j'ai fait travailler des agros pour faire un diagnostic agraire et comprendre dans quel endroit on était. Et les agros sont revenus en disant, mais là, dans cet endroit-là, il y a une vraie crise de la fertilité. Donc déjà que on a la transmission des terres avec une population de plus en plus nombreuse, c'est un problème. Vous allez aussi avoir un problème du fait que les populations autour de vous ne vont plus pouvoir se nourrir et vivre de leur travail sur la terre. Donc il va y avoir quand même un petit problème. Et les demandeurs d'emploi aux portes du site, ça va être un vrai sujet. Donc bon. Et puis après en 2020, j'ai eu la chance de pouvoir mener ce programme dans ma fondation qui s'appelle Sol Vivant dans le nord de la France. Donc là, on est vraiment au cœur du sujet. On parle de sol agricole. Et alors, au cœur du sujet, il se trouve que chez Sol Vivant, on a mis au point un indicateur assez simple, une sorte de Nutri-Score pour parler de la qualité des sols. On fait une évaluation de différentes facettes de la qualité des sols. Et pour vous dire, en 2021-2022, on a fait une grande campagne d'échantillonnage sur environ 450 parcelles dans les Hauts-de-France, 150 exploitations agricoles. Le Nutri-Score, il va de A, enfin Nutri-Score. Ce score va de A à E. À partir de C, on peut dire que les sols sont dégradés et 70% des parcelles sont revenues avec une note de C à E. Bon, les Hauts-de-France, c'est quand même un des greniers de la France, donc on a quand même clairement un problème. Merci Anne-Sophie Leroy. Charles Voury, la question est toujours la même. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous passionner pour la question des sols ? Comment est-ce que vous décrivez aujourd'hui l'urgence qu'il y a à les régénérer ? Je vous la pose avec un ton volontairement un peu plus polémique et surtout, qu'est-ce que quelqu'un qui travaille pour une entreprise qu'on connaît d'abord dans le domaine du phyto vient dire sur les sols ?
Alors merci Paul, merci et très très content aussi d'être ici. Moi je suis arrivé sur ce sujet plutôt par l'innovation agricole. J'ai fait une école d'ingénieur en agriculture et j'ai commencé par travailler dans l'aval, dans l'agroalimentaire, en me rendant compte qu'en fait dans l'agroalimentaire on connaissait pas grand chose de l'agriculture. Et puis après, j'ai travaillé dans l'innovation. J'ai rejoint donc le monde agricole pour essayer de découvrir un petit peu ça, de travailler sur des produits plutôt visant à réduire l'impact que pouvait avoir l'agriculture, des produits de biosolutions, biocontrôle, du digital, qui sont des outils pour la transition. Et je me suis rendu compte que en agriculture, on connaissait pas grand-chose au sol, qui avait en fait un parent pauvre dans le monde agricole. C'était le sol qui était considéré comme un substrat. Comment j'y suis venu, c'est par des lanceurs d'alerte, alors que vous devez connaître maintenant parce qu'ils ont acquis une certaine notoriété, Claude et Lydia Bourguignon, qui ont été parmi les premiers en France à mettre ce sujet en avant, avec comme tout bon lanceur d'alerte, sans doute une légère exagération sur le bilan. Hein. Les sols sont morts, c'était à l'époque ce qu'il disait, et heureusement, je pense que c'est pas le cas. Mais je me suis du coup focalisé sur ce sujet de la santé des sols. J'ai rejoint une entreprise qui travaillait sur ce sujet. J'ai eu la chance de collaborer avec Francis Bucaille, qui est un paysan chercheur qui travaille sur ce sujet. Et je me suis rendu compte que le sol était vraiment au cœur, mais que en devenant au cœur, il s'intégrait en fait dans tout un agro-système, et que c'était comme ça qu'il fallait envisager l'agriculture, non pas en pensant que végétal ou que animal, mais en regardant vraiment l'agro-système et le système global. Alors, pourquoi je viens en parler en tant que Syngenta, déjà parce que vous m'avez invité, donc merci de cette ouverture, et aussi parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Des entreprises comme Syngenta, comme toutes les entreprises de l'amont agricole aujourd'hui se posent la question du sol. C'est plus du tout une inconnue comme ça pouvait l'être il y a encore 10 ans. C'est un vrai sujet que toutes les entreprises regardent en se disant si on n'a plus de sol demain, on n'aura plus beaucoup d'activités. Donc il va falloir s'intéresser à ce sujet, on va remonter la chaîne et finalement on va regarder comment est-ce qu'on peut apporter des solutions. Alors je détaillerai peut-être plus tard, mais l'idée c'est de vraiment accompagner les agriculteurs qui, comme vous l'avez toutes suggéré, au final, ont pas forcément, pas tous, hein, je généralise, mais ont un regard un peu inconnu sur le sol. Et donc, comment est-ce qu'on peut réapprendre à regarder ça et apporter des solutions pour faciliter ce sujet? Parce que je pense que un des plus gros problèmes liés au sol qu'il y a, c'est bien sûr l'érosion, l'artificialisation, mais aussi c'est la non-connaissance. Aujourd'hui, il y a une non-connaissance du sol qui est majeure. Les agriculteurs, sur certaines parcelles, connaissent pas du tout toute la diversité qu'il peut y avoir dans leurs parcelles. Et donc ça, c'est le problème, parce que si on veut résoudre un problème, il faut d'abord bien le connaître et donc bien le... Par méconnaissance, est-ce que vous laissez entendre le fait que les agriculteurs ne sont pas encore suffisamment conscients de l'état de dégradation des sols, y compris sur leurs parcelles, ou est-ce que vous évoquez surtout le fait qu'ils n'ont pas une connaissance précise de l'état de santé respectif de chacune de leurs parcelles? Alors, je pense encore plus complexe que ça. Déjà, c'est un sujet très complexe et il n'y a pas que les agriculteurs qui ne connaissent pas. Je pense que le monde scientifique est encore, alors au balbutiement, je vais peut-être m'attirer les foudres de Claire Chenu, mais au début de cette compréhension, parce qu'il y a énormément de mécanismes qu'on découvre encore. Le deuxième sujet, c'est que les agriculteurs n'ont pas été éduqués à ça. Donc il y avait un instinct, il y avait des traditions et des façons de faire, et l'agriculture a quand même énormément changé sur les 50 dernières années, très rapidement, et ça c'est des impacts, et donc il faut réapprendre avec les nouvelles connaissances qu'on a, tout simplement. Et puis le dernier point, c'est comment est-ce que on peut améliorer son sol, quels outils on a. Parce qu'en fait, c'est bien gentil de dresser un bilan et de dire ça va pas, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut avancer? Et ça, c'est le travail qu'on a tous autour de la table, je pense ici, c'est d'ouvrir des voies pour que derrière le monde agricole et tous puissions participer à améliorer et à régénérer les sols.
Claire Chenu, je ne vous ai pas vu devenir furieuse lorsque Charles Bory évoque l'idée que le monde scientifique n'est pas encore tout à fait au parfum ou commence seulement à l'être. La deuxième question que je veux vous poser, c'est comment est-ce que justement la recherche scientifique s'articule avec l'effort aussi du privé pour parvenir à ces outils sophistiqués de connaissance des sols? Alors, le monde scientifique, d'abord, il a encore beaucoup à faire, mais moi, il y a une chose contre laquelle je m'investe, c'est que la réaction de on n'en connaît pas assez pour faire. Si, on en connaît assez pour faire. En termes de pratique de gestion durable des sols, c'est bon, on en connaît un certain nombre et il n'y a pas qu'une seule solution, il y en a un certain nombre. Et en termes, même chose, d'indicateurs de qualité des sols, de santé des sols, voilà, on peut pas dire il nous faut encore 20 ans. Donc c'est pour ça aussi que parfois je dis non, on en sait assez pour avancer, pour mettre en œuvre. On améliorera, on corrigera. Alors du coup, j'ai oublié votre deuxième question. Oui, partenariat avec... Non, mais c'est-à-dire comment est-ce qu'effectivement la recherche scientifique s'articule avec cet effort aussi du privé? Et au fond, Charles Bory évoque le fait qu'on a besoin d'outils pour arriver à une connaissance précise des sols. Alors vous dites qu'il ne faut pas attendre d'avoir tous ces outils pour commencer, mais puisqu'on en est vraiment au stade de la connaissance dans notre échange, comment est-ce qu'on va progresser justement collectivement vers une meilleure connaissance? C'est un effort commun et c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup. C'est assez extraordinaire de voir que la question des sols on la retrouve partout, effectivement, auprès d'entreprises de la chaîne de valeur agroalimentaire, auprès je sors donc de discussions sur le zéro artificialisation net auprès des maires, auprès des SAFER, dans plein de domaines et des politiques publiques. La recherche a la capacité à tester, à développer des méthodes, c'est son travail. Et puis voilà, il y a une complémentarité évidente. Là, j'ai l'impression de répondre de manière un peu courte à votre question. Non, mais c'est pas grave. Anne-Sophie Leroy, puisqu'on parle justement de ces méthodes et que à l'instant Claire Chenu dit que ces méthodes sont largement connues d'agriculture de régénération des sols, vous qui êtes en contact avec le monde agricole, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les éventuels freins qui, pour le moment, ralentissent le déploiement de ces techniques? C'est sûr que les méthodes, elles sont connues. Après, ce serait une erreur de penser que c'est facile, en fait, à mettre en œuvre. Bien sûr, les agriculteurs, ce sont les premiers acteurs de ce changement. Le sol, il n'y a aucun agriculteur qui va vouloir volontairement faire du tort à son sol. C'est son premier actif. Un sol en santé, c'est la formation d'un bon rendement, donc c'est évident. Mais l'agriculteur, il opère dans un système qui est contraint. Donc, quand on est dans un système extrêmement spécialisé, quand on essaye de dégager de la marge, aujourd'hui les marges agricoles elles sont un peu contraintes. Aujourd'hui, dans le budget des ménages, l'alimentation ça occupe beaucoup moins de place qu'avant, ce qui veut dire aussi que dans la chaîne de valeur, l'agriculteur se retrouve également contraint. Donc, quand on est là, on est endetté, il faut qu'on arrive à faire de la marge. Pour améliorer nos sols, il faudrait qu'on inclue d'autres cultures qui donnent un peu moins de marge et pour lesquelles les filières n'existent pas. Par exemple, les légumineuses. En France, les légumineuses, elles sont en complète décroissance, donc les filières n'existent plus, c'est pas simple. On est en contact et avec des contrats commerciaux, avec des entreprises qui nous attendent sur des spécifications très précises. Donc, quand on va changer de pratique, on va prendre un risque de peut-être ne pas répondre tout à fait à ces spécifications-là. Donc, quand on est agriculteur et qu'on est laissé tout seul devant ses choix, c'est très difficile. Donc, ça veut dire que d'autres acteurs, notamment dans la chaîne de valeur, doivent se mobiliser pour les aider. Dans la chaîne de valeur, justement, je sais qu'on avait aussi évoqué ce sujet. Il y a, par exemple, dans vos travaux, la question des sols, justement, comme puits de carbone. Là, l'idée qui fait son chemin, c'est d'enclencher une rémunération des agriculteurs. Des entreprises le font déjà. Ça fait partie, par exemple, des efforts que l'Europe peut accélérer? Alors, l'Europe, donc c'est quelque chose qui se développe très rapidement. C'est le carbon farming, donc rétribuer les agriculteurs pour le stockage de carbone dans les sols, donc pour leur contribution à l'atténuation du changement climatique. L'Europe s'y intéresse parce comme ce secteur se développe beaucoup, elle souhaite cadrer la méthodologie mise en œuvre. Voilà, de façon à ce que ça ne parte pas dans toutes les directions et promeut des méthodes basées sur l'évaluation des résultats. C'est combien on a stocké, c'est de ne pas se baser simplement sur, par exemple, le principe de la politique agricole commune, c'est sur les pratiques. Et là, au contraire, avoir une évaluation sur les résultats, du coup, ce qui interpelle la science en termes de qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qu'on peut articuler, etc. Mais voilà, pour que ça parte pas dans tous les sens. Et là, il y a c'est quelque chose qui peut représenter un revenu complémentaire pour des agriculteurs, certes. C'est-à-dire s'ils mettent en œuvre des pratiques qui conduisent ou des systèmes de culture qui conduisent à un stockage additionnel de carbone, il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas rétribué, d'une certaine manière. Cet effort, il doit être reconnu, Par contre,
ce qu'on entend dans on va dire dans le domaine du carbon farming et même des politiques publiques, etc., c'est qu'il faut rétribuer les agriculteurs pour le stockage de carbone parce qu'il y a plein de co-bénéfices. La fertilité des sols. Et moi, je suis pas d'accord du tout. Pour moi, il faut augmenter la teneur en matière organique des sols, donc la teneur en carbone des sols, donc les stocks de carbone, parce que ça améliore la fertilité des sols et la santé des sols. Et le co-bénéfice, c'est une contribution à l'atténuation du changement climatique. C'est un lien qui fait encore débat dans la. À cet ordre de priorité, non, c'est voilà la priorité. Enfin, dans ce domaine, en tout cas, les entreprises concernées et même des politiques publiques et un certain nombre de chercheurs entreprises concernées, ils considèrent que le co-bénéfice, c'est la fertilité. Merci beaucoup, c'est très clair. Je pensais pas qu'on en viendrait si vite à la question de l'argent, mais c'est quand même le nerf de la guerre. Et finalement, puisqu'on y est, Charles Vaury, justement, vous êtes en train de vous pencher sur ce marché de la santé des sols. Donc la question première que vous vous posez, j'imagine, c'est est-ce que c'est rentable? Comment est-ce que justement on rémunère les agriculteurs qui font ce choix? Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez vous aussi qu'il y a encore soit des incertitudes, des inquiétudes, un cadre qui n'est pas encore suffisamment fixé, des imprécisions? Comment est-ce qu'on peut faire pour donner une visibilité économique aux agriculteurs qui font le choix justement de cette agriculture régénératrice? Alors, c'est une question très vaste, parce que c'est une question qui dépasse juste le sujet de la santé des sols. Là, on est vraiment dans le modèle économique de l'agriculture. On a parlé de paiement pour services environnementaux tout à l'heure. C'est un point essentiel. Je pense que c'est pas un point nouveau. Hein. La PAC, depuis le début, intègre ça dans ses modes de rémunération. En revanche, c'est comment on le fait aujourd'hui, dans quel ordre de priorité aussi on le vise. Il y a un sujet qui va payer objectivement, parce que aujourd'hui les agriculteurs peuvent pas forcément tout porter sur leur dos. Hein. Je représente souvent ça sous forme d'une pyramide inversée. Vous avez les agriculteurs qui supportent finalement tous les coûts des intrants, de l'amélioration, de la production de services environnementaux, etc. Mais qui est-ce qui les accompagne pour ça? Est-ce que pour autant on veut payer notre alimentation plus chère? C'est pas forcément dit. Enfin, je sais pas si on faisait un sondage dans la salle qui serait prêt à le faire, mais c'est peut-être quelque chose qui est en train de changer et peut-être quelque chose qu'on doit se poser collectivement comme question. Parce que je pense que le sujet, il est plus que les agriculteurs. On peut pas faire reposer ce sujet vital pour l'humanité que sur une population qui en France représente 3% de la population française. Donc il y a vraiment un enjeu à élargir ce sujet, à trouver des financements et aussi à apporter de nouveaux outils. Donc oui, c'est un nouveau marché pour des entreprises comme la mienne, mais un nouveau marché qui va permettre aussi de dégager plus de richesses, d'assurer la fertilité derrière et de créer plus de développement. La question précisément de l'intérêt de l'opinion publique justement pour ces sujets, c'était la question que je voulais vous poser, Anne-Sophie Leroy. Quand on travaille comme vous pour une fondation qui a pris justement à bras-le-corps ces sujets, est-ce qu'on se rend compte que les choses évoluent, que la société est de plus en plus prête à entendre parler de préservation des sols, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de mardis de l'agro à organiser sur ces thèmes? Comment est-ce que vous voyez ça, vous? Pour l'organisation des mardis de l'agro, oui. Ce sera jamais mal d'en parler, on n'en parlera jamais trop. Moi, mon prisme d'interprétation, il est à travers les chaînes de valeur avec lesquelles on travaille. Et il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui s'engagent dans l'agriculture régénératrice pour un certain nombre de raisons, le carbone et la décarbonation de leur chaîne de valeur étant une raison majeure. Elles le font pas parce qu'elles espèrent ensuite répercuter des hausses de prix aux consommateurs. Elles voient qu'en fait, le consommateur, effectivement, n'est pas prêt. Alors, est-ce qu'il le sera un jour? Est-ce qu'un affichage environnemental peut aider? Est-ce que ça, c'est des questions auxquelles je saurais pas répondre. Je suis pas totalement sûre quand même que ça peut passer. Par contre, les chaînes de valeur elles-mêmes, elles se mobilisent et les entreprises, notamment agroalimentaires, se mobilisent. Donc, certes, le carbone, effectivement, faut pas le prendre dans le mauvais sens. Par contre, ça a mis quand même les entreprises de l'agroalimentaire en mouvement parce qu'elles ont pris des engagements pour s'aligner sur les accords de Paris et avoir une trajectoire carbone compatible avec ça, avec cet objectif-là. Donc, elles ont pris des engagements publics. Leurs investisseurs leur demandent des comptes. Et puis, il y en a pas mal aussi qui se rendent compte que la résilience de leur approvisionnement, ça passe aussi par de la santé des sols. Donc, du côté du secteur privé et des chaînes de valeur, oui, ça commence à pousser. Du côté du consommateur, nettement moins. Et on a peu parlé encore aussi du rôle des pouvoirs publics. Alors, ce qui en plus sur certains sujets liés au sol, vous parlez, je crois, Claire Chenut tout à l'heure de la question de l'artificialisation des sols et donc du cadre du zéro artificialisation nette. Les pouvoirs publics sont justement
pour le coup concerné au premier chef. Est-ce que là, pour le coup, vous trouvez une oreille un peu plus attentive que celle du consommateur qui, si je comprends bien le résumé de votre intervention, reste encore assez réticente pour être entretenue de ces sujets? Alors, une oreille plus attentive auprès, je veux dire, des débats sur le sujet, des débats entre, par exemple, voilà, la réunion dont je sors, des maires, sénateurs, disant mais vous voulez mettre nos territoires sous cloche, nous ne pourrons plus avoir de projet, vous allez fermer notre avenir, nous ne pourrons plus construire. Et d'autres représentants disant mais oui, mais Ce sont des inquiétudes légitimes aussi. Ce sont des inquiétudes qui sont tout à fait des inquiétudes légitimes. Ils se trouvent à la croisée d'injonctions complètement opposées, et de besoins opposés, effectivement, besoins de logement, etc. Alors je pense que le zéro artificialisation nette attire l'attention sur les sols. Je ne suis pas sûre que dans le débat public ce soit le plus positif. J'ai pas l'impression. Je pense que c'est très conflictuel. Pas forcément, mais c'est très conflictuel. On a du mal ensuite à faire entendre que la question de l'artificialisation des sols, il faut pas la voir simplement comme une comptabilité de surface, mais comme une prise en compte de sols qui ont une certaine qualité et voilà, et que intégrer la qualité, un objectif, c'est d'intégrer la qualité, une évaluation de la qualité des sols, donc une connaissance des sols, donc une mesure sur les sols, dans les plans d'aménagement, de manière à gérer au mieux les activités à l'échelle du territoire. Voilà, tous les sols n'ayant pas tous les mêmes qualités. Je pense, pour revenir à Sophie, c'est que je trouve l'initiative 4 pour 1000 a eu un effet très fort sur une sensibilisation au sol, avec ce qu'elle portait, ce qu'elle a eu l'intérêt de porter, c'est non pas de compromis entre des choses opposées, mais de synergie. C'est les sols pour la sécurité alimentaire et le climat. Quand on enrichit les sols en matière organique, on améliore la fertilité des sols, on améliore aussi, on n'en a pas parlé, mais les capacités du sol à s'adapter au changement climatique. C'est quand même une question qui va monter, et on contribue à l'atténuation du changement climatique. Et ça, les sols se retrouvent à la croisée de très nombreux enjeux. À la fois, je trouve qu'ils ont une place particulière, vraiment privilégiée, que nous, spécialisés sols, devons utiliser dans le débat public. C'est que en parlant d'une question artificialisation, on passe à une autre question, adaptation au changement climatique, gestion des crues, stockage de carbone, etc. Mais aussi qui fait percevoir des injonctions là, c'est pas des injonctions, c'est des défis tellement multiples que ça peut être assez décourageant. Mais je pense que les sols ont une vertu pour le débat public sur les questions environnementales qui nous concernent, les questions de souveraineté alimentaire, les questions de préservation de notre environnement, parce que justement, ils sont multifonctionnels, ils sont au cœur. Et justement, Charles Vaury, cet aspect multifonctionnel, je pense à vous parce que vous aviez beaucoup insisté dans nos échanges préliminaires sur le fait qu'il y avait vraiment qu'une seule santé, que la santé des sols, c'est la santé des écosystèmes, c'est la santé des êtres vivants qui vivent, a fortiori des êtres humains. C'est quelque chose justement qui parle au grand public, l'idée qu'au fond, préserver la santé des sols, c'est aussi lutter contre le changement climatique, créer des territoires plus résilients. Ça, pour le coup, n'importe qui est capable de l'entendre. Tout à fait, et je pense que ça va même plus loin. Alors pour le coup, là, la science découvre énormément de choses sur le liant ce qui nous lie au sol, le microbiote pardon, qui est dans les sols, qui se retrouve dans les intestins, des bactéries présentes dans les sols qui ont un effet sur notre bien-être et notre capacité à gérer le stress typiquement. C'est des nouveautés assez récentes, donc c'est intéressant de voir ce lien. Il y a des associations très intéressantes qui ont mis ça en œuvre concrètement, Bleu Blanc Cœur, qui développent ce lien du sol jusqu'à l'alimentation. Et donc, ça nous aide aussi à reprendre conscience, à reprendre cette connexion. Je pense que Gaspard Koenig parlait de ça tout à l'heure quand on discutait, de se reconnecter, la ville à la campagne, reconnecter l'homme au sol. Je pense que c'est un enjeu assez prioritaire. Alors, on s'éloigne un petit peu de côté technique, mais je pense que ce changement, il passe par un accompagnement au changement global, y compris philosophique, psychologique, artistique, etc. On a besoin de tout le monde pour faire changer ce rapport au sol, cette culture. Dans le monde agricole, c'est un exemple qui me vient en tête comme ça, c'est la façon dont on aime voir sa parcelle quand on est agriculteur.
Est-ce qu'on aime, vous avez tous pris la route, traversé l'autoroute et vu des beaux labours cirés. Est-ce que c'est un labour ciré? C'est une belle charrue qui est passée et qui laisse des champs quasiment brillants. C'est magnifique, mais c'est pas forcément très bon. Ça dépend du type de sol, mais c'est pas forcément très bon de labourer aussi profond. Et à ce moment-là, ça peut avoir des impacts. Donc c'est intéressant de se dire, bah ça c'est culturel. On aime bien avoir les beaux sillons tout droits et les labours cirés. Comment est-ce qu'on fait changer ça dans l'esprit de l'agriculteur? Mais à notre échelle, c'est aussi d'autres sujets de tous les jours. Comment on se reconnecte à ce sujet du sol? Anne-Sophie Leroy, je me souviens aussi que quand vous aviez évoqué avec moi un petit peu ces sujets, vous m'aviez dit que ça ne sert à rien d'avoir une agriculture régénérative dans un système plus vaste qui, lui, est dégénératif. C'est-à-dire qu'il y a une question d'évolution des mentalités, mais il y a aussi la question du système plus global dans lequel justement cette agriculture soucieuse de la santé des sols s'insère. Et c'est là aussi que le bas blesse. En fait, il faut avoir une vision du système tout entier. C'est ça un peu l'idée. Oui, l'idée, c'est de desserrer un peu les contraintes autour de l'agriculteur pour qu'il puisse changer. Donc, la première contrainte, c'est faire en sorte qu'il y ait vraiment un business model pour lui. C'est-à-dire que s'il change de pratique, s'il y a des surcoûts qui sont liés à ces changements de pratique, s'il y a des risques de ce changement de pratique qui vont faire que peut-être il va répondre un peu moins bien aux spécifications techniques qui sont demandées à l'usine, qui va recevoir sa matière première, ou il doit être sécurisé aussi sur le long terme. Donc, c'est changer un petit peu la relation entre les différents acteurs de la chaîne de valeur pour que l'agriculteur puisse faire cette transition-là. Sinon, on va pas y arriver. Donc, en gros, c'est aussi sortir un peu de l'injonction. Il y a qu'à Faucon. Oui, on sait ce que les agriculteurs doivent faire, mais leur permettre de le faire, c'est quelque chose d'assez différent. Donc, c'est sortir un petit peu d'une logique de spécification avec une liste de pratiques. Et quand on coche toutes les pratiques, c'est bon. Puis si on les coche pas, soit on n'a plus accès à un marché, soit voilà. Non, c'est sortir de cette logique-là et peut-être ensemble permettre d'avoir des contrats commerciaux, des contrats d'off-take, comme on les appelle, qui sont un peu plus longs, avec des volumes qui sont garantis, avec des coûts qui sont couverts. Voilà, rendre la chose possible pour l'agriculteur. C'est vraiment une question de garantie. Et quand vous dites, de toute façon, un agriculteur veut préserver sa terre parce que c'est son premier actif, c'est-à-dire aussi admettre à court terme d'accepter une petite baisse de rendement, mais pour à terme, en fait, protéger la valorisation de la terre. Et donc, pour ça suppose des garanties et donc un modèle aussi public qui crée cette assurance-là, cette vision de long terme. Oui, complètement. Alors, accepter une diminution de rendement, mais qui couvre cette diminution de rendement? L'agriculteur, il est chef d'entreprise. S'il y a des gens chefs d'entreprise ici, personne va se dire tiens, moi cette année on va faire un petit changement puis on va accepter voilà, on va faire -20. Bon, pas sûr que ce soit très très chouette. Donc c'est aussi ça dans toute la chaîne de valeur. C'est aujourd'hui par exemple dans les entreprises qui décident vraiment d'investir. De temps en temps, ça passe par des solutions comme apporter une prime, un premium à la tonne de produit qui est acheté. Il faut cesser de voir ça comme un coût. C'est un investissement dans le futur de l'entreprise pour la résilience de ses approvisionnements. Et quelque part, le signal positif que je vois, c'est qu'il y a des investisseurs dans ces entreprises qui lancent ce message-là aux entreprises et qui leur disent ah oui, arrêtez de considérer ça comme un coût. Finalement, c'est un investissement pour être sûr que dans le futur, vous êtes toujours capable de vous approvisionner et finalement de mettre sur le marché les produits que vous produisez. Claire Chenu, il vous reste un mot. Je voulais opiner du chef justement sur cette question de la visibilité de long terme. Et si vous voulez conclure un mot là-dessus, peut-être, est-ce que il faut simplement aussi réfléchir à la façon dont on présente ces efforts. Vous rappeliez tout à l'heure le pourquoi est-ce qu'on fait les choses, pourquoi est-ce qu'on fait par exemple du carbon farming. C'est aussi une façon d'organiser, d'orchestrer le discours. Difficile. Oui, présenter le pourquoi on fait. Et puis moi, il y a une chose qui me semble importante, relative au sol. Une des difficultés qu'on a avec les sols, c'est les échelles de temps. Voilà. On dégrade très rapidement un sol, on met un certain temps. C'est une géologue qui parle, alors Dieu sait que vous avez parfois une vision du temps qui n'est pas la même que la nôtre. Tout à fait. Et donc, pouvoir remettre au centre le fait d'entretenir, d'améliorer son capital sol, c'est vraiment essentiel. Et effectivement, dans transition, lors de l'adoption de nouvelles pratiques, il y a une période de transition qui est difficile, qui est une période de perte de rendement éventuellement, puis de risque, tout simplement. On prend un risque important. Et donc, être accompagné dans cette période et savoir qu'in fine, il y aura un bénéfice. Et nous, on reçoit beaucoup de retours en disant qu'en fait, les agriculteurs ont du mal à percevoir les bénéfices de cet investissement dans les sols. C'est-à-dire, et là, pour moi, la recherche est un peu doit bosser. Et puis la recherche et le développement, c'est traduire les connaissances en si j'améliore telle propriété des sols, je vais
pouvoir irriguer moins souvent. Je vais passer une sécheresse, je vais passer telle maladie. Voilà. Et puis autre instrument auquel je pense à plus long terme, c'est savoir des instruments qui permettraient une valorisation des efforts réalisés sur les sols. Et c'est quelque chose qui est réfléchi dans le cadre politique publique, l'Europe, mais aussi d'associations, Terre de Liens, sont des diagnostics de qualité. Qu'est-ce que c'est cette association, en deux mots ? Alors, Terre de Liens est une association qui se donne pour mission d'aider l'installation de jeunes agriculteurs. Alors, c'est en bio, voilà, et donc travaille beaucoup avec des affaires, avec voilà. Et donc c'est réaliser des diagnostics de qualité des sols, de santé des sols. On a utilisé les deux termes sans les différencier, de façon à ce que dans une cession de bail agricole ou dans une cession foncière, il puisse y avoir une prise en compte du travail réalisé. Et ça donne une perspective sur des échelles de temps moyennes, longues, dont on a absolument besoin. Je voudrais juste revenir sur cette histoire de perte de rendement, parce que je pense que ça fait un peu peur à tout le monde, et c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des connaissances, on commence à avoir des experts qui accompagnent les agriculteurs, qui leur donnent des outils qui permettent de passer ce cap. Alors, sans doute moins brutalement, c'est pas du jour au lendemain, mais d'accompagner le changement sans perte de rendement majeure. Alors, même si il faut pas surestimer la capacité de chacun, de tous, à le faire d'un coup. Il y a aujourd'hui des outils. Vous parliez d'outils de diagnostic. Oui. Je pense que c'est un vrai sujet. De savoir d'où on part. Un bon diagnostic, c'est un bon pronostic. Hein, donc on va vraiment réussir derrière la transition. Et puis il y a du conseil. Je pense que c'est quelque chose auquel les agriculteurs sont plus trop habitués ou qui avait un peu disparu du monde agricole, qui revient quand même pas mal, notamment en culture spéciale. Accompagner ce changement agronomiquement parlant, être sur le terrain et se dire quand on va passer à du semi-direct, ça se fait pas du jour au lendemain en claquant des doigts, ne serait-ce que par le matériel qu'il faut avoir pour pouvoir le faire. Et derrière, pour les agriculteurs qui sont peut-être qui sont moins pionniers, les accompagner avec des outils, des intrants, des choses qu'on peut mettre en œuvre pour aider en fait à réduire la marche. Hein. La marche de la transition, elle est très haute, et donc il faut construire un escalier pour y arriver. Et ça peut être des exemples pour construire cet escalier. Effectivement, le conseil, mais aussi l'accompagnement par des pairs, par des réseaux de pairs, ça c'est absolument essentiel. Et je pensais, d'accord, perte de rendement, on peut les minimiser dans le cas de transition. Moi, je pensais à un exemple où c'est pas un problème d'apprendre à faire, c'est l'agroforesterie. Agroforesterie, si on met des rangées d'arbres, la surface de ces rangées d'arbres, elle ne produit plus de blé, de céréales, de autres. Et donc là, il y a une perte de rendement. Certes, on investit dans les arbres, mais voilà, on a de nouveau ce problème d'échelle de temps. Alors, je crois que beaucoup de gens dans l'Assemblée rêvent de prendre ma place, c'est-à-dire de s'emparer du micro et de vous soumettre à leur tour à la question. Je vais le faire dans un instant. Peut-être un mot, Claire Chevalier, puisque vous avez évoqué une nuance entre la qualité et la santé des sols. Est-ce que vous voulez exprimer Je peux. La qualité des sols, c'est la capacité d'un sol à fournir assurer des fonctions et rendre des services écosystémiques. C'est le potentiel. Vous êtes tous agro, hein, sol limoneux profond, c'est pas pareil qu'un sol caillouteux superficiel. Pourtant, ils peuvent être, l'un en vignoble, l'autre en cériculture, peuvent être tout à fait intéressants pour l'agriculteur. La santé des sols, c'est la capacité à un moment donné de ce sol à rendre ses services écosystémiques. C'est-à-dire, s'il a été dégradé, il n'est pas capable de réaliser les fonctions et les services. Voilà, donc, et l'intérêt de la notion de santé des sols, qui est très utilisée aux États-Unis depuis plus de 20 ans, en France et en Europe, c'est beaucoup plus récent, c'est l'analogie avec la santé humaine. Voilà. Nous n'avons pas tous les mêmes qualités d'athlètes et on peut en plus être en bonne santé ou en mauvaise santé. Donc voilà, on comprend assez facilement. Mais ça se mesure de la même manière. Merci professeur pour ces précisions. Je suis probablement des rares moldus de la salle, mais ça m'éclaire un peu plus. Alors je vois que la salle n'a cessé de se remplir justement. Le public maintenant déborde même jusque dans le hall d'entrée. Les retardataires sont tout excusés avec l'état actuel de la circulation dans Paris, mais certainement soit dans le public, soit parmi ceux aussi, et on les salue, qui nous suivent à distance, et en particulier depuis Angers, où chacun chez soi. Vous avez probablement des questions. Je vous invite à vous manifester si c'est le cas. Est-ce qu'on a déjà des questions du public sur Internet, cher Armand, cher Nicolas? Et bien en attendant, il y a déjà des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a un micro qui peut circuler pour le public? Sinon, oui, vous avez un micro. Alors, cher Thomas, nous allons
de nouveau se soumettre à contribution. Et donc, il y a un monsieur avec une chemise blanche au fond qui souhaite prendre la parole. Merci Thomas. Au fond, et puis je reprendrai. J'ai bien vu d'autres mains se lever. Il y en aura pour tout le monde. Oui, là on vous entend. Oui, Vincent Chauvet, je dirige l'entreprise de conseil en innovation durable, notamment sur les sols. J'ai une question sur le financement. Vous avez parlé, on a parlé carbon farming et le potentiel peut-être des crédits carbone. Est-ce que vous pensez que les crédits biodiversité, qui sont, on va dire, un sujet plus émergent, est-ce que vous pensez qu'il y a un potentiel sur le financement d'actions de transition vers une agriculture plus régénératrice? Est-ce que votre question est adressée à un intervenant en particulier? Non, pas vraiment. Qui s'y coller. Charles Bory. Moi, je sais que les crédits biodiversité sont en train d'émerger. Le gros problème, c'est l'indicateur, bien sûr, parce qu'on a du mal à poser une note sur la biodiversité qui elle-même a déjà du mal à avoir une définition précise. Donc, c'est quelque chose. Alors, je pense que c'est intéressant de l'aborder du point de vue des services qui peuvent être rendus par la biodiversité. Donc, de noter non pas la biodiversité en elle-même, mais les services qu'elle rend. C'est un axe. Et puis après, plus généralement, peut-être sur les services, vous avez parlé d'humus. Moi, j'aime bien dire que les agriculteurs sont cultivateurs d'humus. Et le point d'humus est quelque chose d'intéressant. Hein. Dans ce point de matière organique, on peut imaginer l'eau, on peut imaginer le carbone, on peut imaginer la biodiversité, en tout cas des liens avec la fertilité, bien sûr. Et donc, il y a des choses intéressantes à travailler sous d'autres angles, sans doute, que purement l'indicateur qu'il va falloir trouver, qui va être très complexe, qui va varier selon tous les sols, etc. Le carbone a le mérite d'être simple, et je pense que c'est pour ça que ça gagne énormément de terrain. Merci, j'ai vu le monsieur, et vous avez levé la main tout à l'heure, je crois, avec une veste. C'était presque le même point que je voulais aborder. Il y a un mécanisme qui existe déjà, qui vient du protocole de Kyoto, je crois, qui s'appelle le REDD+, qui permet donc de générer des crédits carbone quand un territoire décide de ne pas être exploité ou une forêt de ne pas être déboisée. Et on compare en fait des scénarios et il y a une sorte d'indicateur normatif qui permet de mesurer a priori l'économie en carbone et donc de valoriser les crédits carbone. Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes, je découvre un peu le crédit biodiversité, est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes de la même nature qui pourraient être fondés d'ailleurs, comme vous le disiez, sur le point humus ou la teneur en matière organique des sols, qui seraient de même nature et qui permettraient de générer véritablement des flux financiers sur ce type de mesures pour développer d'autres motivations complémentaires à cette amélioration de la qualité des sols? En tout cas, tout ça, ça passe par une caractérisation de la qualité, de la santé des sols, de l'intégrer effectivement je pense que ça serait très intéressant d'intégrer les différents services rendus par les sols, donc ne pas se focaliser exclusivement sur l'atténuation du changement climatique ou exclusivement sur la biodiversité. Mais il faut aller vers plusieurs indicateurs, même si le carbone a une place centrale, plusieurs indicateurs. Un exemple tout simple, un sol peut être riche en carbone et bien contaminé, par des métaux notamment. Merci beaucoup. Je vais rebondir. Alors, le micro peut avancer au premier rang. Je vois qu'il y a une dame avec l'ordinateur qui voulait poser une question. Bonjour. Je travaille chez Mer Nutriscience. Donc, nous, on fait des analyses, notamment dans les aliments, mais aussi en remontant la chaîne dans les sols. Et je voulais savoir s'il y avait des enjeux particuliers analytiques, de mesures que vous voyez. Les microplastiques, ouais. Les PFAS, voilà. Et tout ce qu'on appelle les polluants émergents. Tous les médicaments, les hormones, voilà. Mais j'ai envie de dire, moi, ce que j'entends autour de moi, ce que je vois, c'est les microplastiques et les polluants éternels. Okay. Voilà. Moi, je l'aborderai peut-être sous un autre angle, mais c'est un peu vendre ce que je développe aussi, parce que je pense qu'il y a un enjeu de mesurer à l'échelle de la parcelle
l'hétérogénéité de la parcelle. C'est-à-dire 1 hectare, c'est pas un sol. Il y a plus de son, pas. Armand, est-ce que vous avez des questions des internautes qui nous suivent à distance? Oui, ça va. Je suis pas sûr qu'on vous entende, pardon. Donc, ne sera-t-il pas un objectif simple pour l'Union européenne d'augmenter le budget premier pilier de la PAC pour alimenter un paiement gaz à effet de serre, stockage, sol, en plus du paiement à l'hectare? Alors, C'est vous les questions européennes? Non, ouais, non, mais il y aura peut-être je vous en prie. d'autres questions. Moi, ce à quoi ça fait penser, c'est oui, ça veut dire introduire une évaluation sur les résultats dans le premier pilier de la PAC, donc quand même un changement important. Et puis, pour moi, là encore, je continue à faire des recherches. Je suis toujours active en recherche. Je travaille sur le stockage de carbone dans les sols, donc c'est même. Mais je pense qu'il ne faut pas entièrement focaliser là-dessus. C'est-à-dire le prendre comme un indicateur privilégié, mais ça n'est vraiment pas le seul service écosystémique que l'on attend des sols. Après, Alors. ça marche pas, mais il y a un point sur la précision, sur la mesure en fait, tout simplement. Parce que, enfin, c'est aujourd'hui très avancé. ce qu'on mesure est dans la marge d'erreur. Donc concrètement, même la matière organique, dans certaines conditions, en tout cas à la parcelle, les analyses de sol ne peuvent pas forcément refléter un changement de taux de matière organique, une augmentation de taux de matière organique de manière très précise. On a une marge d'erreur qui est en fait l'évolution ou la dégradation de la matière organique. Donc même en mesurant, aujourd'hui, ça peut être compliqué de dire si on stocke ou si on déstocke. Tout à fait. Je peux dire même dans le cas d'essais de longue durée, donc on ne prélève pas à moins de 5 ans d'intervalle. C'est pas la peine. On sera dans la marge d'erreur. Donc ça vous montre aussi la difficulté à mettre en œuvre. Là encore, les projets de carbone farming sont souvent pour des périodes inférieures à 5 ans. Donc je vois pas ce qu'on peut mesurer. Mais bon, donc il faut combiner un certain nombre de choses. Il faut combiner de la modélisation, de la mesure directe, de la connaissance aussi de l'effet des pratiques. Voilà. Sinon on n'y arrivera pas. Mais et il faut investir du coup dans la technologie aussi. Enfin, ces technologies évoluent énormément. Les méthodes de mesure, grâce à certains laboratoires, avancent. Et donc on va avoir des mesures de plus en plus précises. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Y compris la télédétection. Merci beaucoup. Très technique. Le micro est retourné dans la salle. Je crois peut-être Thomas, sur des questions qui se lèvent. Un monsieur avec une veste. J'ai encore une question, Paul. Allez-y, Armand, je vous en prie. Si vous pouvez me dire si elle est légitime, parce que j'ai un petit peu l'impression qu'elle est peut-être pour la deuxième partie. Mais la question est la suivante. Pouvez-vous développer les pratiques de régénération du sol que vous évoquez? J'aimerais notamment avoir l'avis des intervenants sur l'agriculture de conservation et l'utilisation du phyto. Est-ce que c'est pour cette partie, on peut l'attaquer cette question ou... Je vous en prie. Anne-Sophie Leroy, c'est précisément ce que vous essayez de promouvoir auprès des agriculteurs. Oui. Les pratiques, je sais plus qui regardait du coup. Les pratiques, elles sont relativement connues. Donc minimiser protéger et minimiser les perturbations à son sol. Donc protéger son sol, ça veut dire le couvrir le plus possible. Donc faire des couverts d'interculture, ça veut dire minimiser le labour si on peut. Ça me met toujours très mal à l'aise d'entrer sur un aspect de pratique parce que finalement c'est vraiment chaque contexte de les principes en fait. Voilà, exactement. C'est plutôt les principes de gestion durable des sols. Les principes que sur les pratiques parce que finalement les pratiques ça va vraiment dépendre de chaque ferme et dans chaque contexte. Une ferme qui est avec un sol extrêmement compacté, il va rien pouvoir faire avec si jamais il n'y a pas un petit coup de labour. Donc c'est toujours un peu difficile. Il y avait une autre partie de la question qui était de dire plutôt de conservation des sols. Pareil, même chose. Nous, on s'est toujours beaucoup attaché à ne pas cataloguer ou catégoriser les agricultures parce que ça a tendance à opposer les agriculteurs entre eux et ça apporte pas trop de solutions. Donc, l'idée, c'est vraiment dans un territoire donné ou sur une exploitation donnée, quels sont les enjeux à adresser, quels sont les principaux risques qu'on a sur cette exploitation, et dans ce contexte-là, définir sur la base des grands principes de la protection du sol, quelles sont les pratiques qui sont vraiment adaptées à cette exploitation ou à ce territoire. Donc, oui, la conservation des sols, c'est une sorte d'agriculture où sous cette chapelle, on peut mettre un certain nombre de pratiques qui ont à voir avec protéger les sols, mais
Mais l'ériger, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien que l'agriculture bio ou que je ne sais pas, l'agriculture régénératrice? Finalement, toutes ces étiquettes sur l'agriculture, elles font oublier le vrai sujet qui est de se poser la question de quels enjeux on a besoin de résoudre dans ce territoire-là et comment est-ce qu'on va y parvenir, quoi. Moi qui suis pas non plus familier de ces sujets, je me souviens d'un mot que vous aviez eu, Charles Vaury, au téléphone la semaine dernière. Vous m'aviez dit, au fond, la question, c'est d'essayer de mettre la bonne dose au bon endroit, d'arriver à cette connaissance fine des sols qui permet de finalement savoir exactement comment proportionner les dosages d'intrants pour justement ne pas altérer la santé des sols tout en leur demandant quand même de faire le travail qu'on leur demande. Ouais, tout à fait. Alors ça part du bon diagnostic, c'est-à-dire que ce que disait tout à l'heure Claire ou Anne-Sophie, si on sait pas de quoi on part, si on part d'un sol compacté et qu'on fait pas de travail du sol, on va aller dans l'impasse et là pour le coup ça va pas être une petite perte de rendement, ça va être le mur direct et ça souvent c'est assez rédhibitoire pour engager une transition correcte. Donc vraiment le diagnostic c'est je pense la base, il faut partir de ça. Et puis derrière, effectivement, il y a tout un tas de technologies qui se développent pour l'agriculture de précision. Donc là, c'est les deux mamelles de la France, le labour et la technologie, qui vont se rencontrer et qui vont créer une agriculture beaucoup plus précise où on va, comme vous le disiez, mettre la bonne dose au bon endroit pour derrière améliorer son sol, mais améliorer ses rendements aussi, sa fertilité, sans dégrader. Donc on peut faire rentrer énormément de composantes dans l'équation pour rentrer une composante non pas court-termiste de rendement uniquement, mais aussi de voir comment on prend soin de son sol au long cours. Alors le micro peut de nouveau circuler. Je crois qu'il y avait deux doigts qui s'étaient levés, le monsieur avec la chemise jaune et son voisin. Merci, Olivier Gillard de l'Agence française de développement. J'ai d'abord eu un commentaire. Je me souviens quand j'étais à l'école et que j'apprenais les sciences du sol, on appelait ça la pédologie. On parlait uniquement de physique et de chimie, on parlait pas de biologie. J'espère que ça a changé et que l'école aujourd'hui fait autre chose. Bien changé. Ensuite, sur la transition pour les agriculteurs, j'avais ouï dire que sur les systèmes conventionnels, on commençait à avoir des plafonnements, voire des diminutions de rendement. Et donc, il y a un vrai enjeu ils sont confrontés à cette obligation de trouver autre chose, parce que si effectivement on a bien ces pertes de rendement, l'avenir n'est pas rose non plus pour eux. D'où la nécessité de prendre ces risques et de changer les pratiques. Et enfin, une dernière remarque, mais peut-être aussi sous forme de question. Les pratiques de type relance de la vie dans le sol, en général, se traduisent aussi par une meilleure homogénéisation des sols. Et je me demande dans quelle mesure c'est pas en partie contradictoire avec cette histoire d'agriculture de précision qui viendrait chercher à mettre plus de technologie, parce que dans des parcelles qui sont plus homogènes, les différenciations et la nécessité d'aller voir très en détail tel ou tel mètre carré pour traiter de manière spécifique me paraît pas absolument évident, mais j'aimerais savoir votre... Je ne pense pas que les pratiques agroécologiques ou de régénération des sols conduisent à une plus grande homogénéisation. Enfin, je ne sais pas à quoi vous faites référence. Moi, au contraire, en fait, me semble-t-il. Les parcelles que j'ai vues, entre une parcelle qui était traitée, par exemple, en agriculture de conservation, parce que c'est celle que j'ai le plus observée par rapport à d'autres, étaient nettement plus homogènes dans l'apparence de la culture que des parcelles en conventionnel à côté. D'accord, donc c'est peut-être que oui, des problèmes on va dire vraiment à échelle très fine dans la parcelle avaient été résolus et du coup on avait augmenté, justement, la santé du sol avait augmenté, on rejoignait la qualité. Je ne sais pas, mais beaucoup de ces pratiques conduisent au contraire pour moi à augmenter l'hétérogénéité. Agroforesterie, par exemple, agriculture de conservation augmente l'hétérogénéité en profondeur, sacrément. Agroforesterie, les haies, enfin toutes les on en revient toujours à l'échelle de temps. Sur un temps court, on va pas avoir de changement majeur sur la teneur en argile ou des disparités qui peuvent exister au sein de la parcelle, mais qui pour le coup vont rester. Monsieur, si vous pouvez céder le micro à votre voisin, puis j'ai vu aussi quelqu'un juste au bout de la rangée ensuite qui voulait intervenir. Bonsoir. Charles, en introduction tout à l'heure, vous avez parlé d'outils pour réparer les sols. Vous avez aussi parlé de technologie. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu un outil qui va régénérer un sol et ensuite passer la balle peut-être à Claire qui parlait des indicateurs de qualité des sols. Alors, comment ces outils, cette technologie peut aider à réparer les sols et quels vont être les indicateurs dans les grandes familles, sans rentrer dans le détail peut-être, ces indicateurs qui vont permettre de voir comment cette régénération se fait.
Alors 3 exemples d'outils dans différents domaines. Parce que je pense que la régénération des sols, c'est des projets, c'est pas une fois. Le premier, c'est un scanner de sol. C'est un exemple de ce qu'on développe nous chez Syngenta, qui permet de cartographier un sol et l'hétérogénéité d'un sol, de se dire voilà où est-ce qu'on est différent, quelles sont les différences à l'échelle de la parcelle pour mettre la bonne dose au bon endroit. Deuxième exemple, un biostimulant, ça c'est dans la société, ma société précédente, qui va stimuler l'activité microbienne et particulièrement des champignons. Donc accélérer la dégradation d'une certaine matière organique et donc l'humification, si vous voulez. Troisième exemple peut-être, et là c'est une petite société qui fait ça, qui fait du semis de couvert à la volée avant moisson. Donc en fait, on va aller implanter des couverts avant que la culture présente ne soit détruite ou ramassée, et donc on va avoir un sol couvert de manière permanente. Alors ces 3 exemples très disparates, hein, ils n'ont pas forcément de lien entre eux, même si on peut toujours tout connecter, mais ça vous montre que je pense dans ce domaine il y a encore beaucoup de créativité à apporter, beaucoup d'innovation aussi, parce que c'est un sujet majeur pour les prochaines années. Et donc, votre question qualité, oui. On a parlé de diagnostic. Bon, s'il y a un diagnostic, il va falloir avoir des indicateurs pour dire c'est bon, c'est pas bon. Et grâce à ces outils, voir est-ce qu'on va dans la bonne direction, est-ce que ces outils ont réellement un impact mesurable, quantifiable dans cette dynamique de régénération, d'amélioration de la qualité du sol. Donc des indicateurs de qualité de santé des sols, on en a beaucoup. La recherche, on a développé tout plein. On est plutôt dans une phase d'essayer de les classer, de faire des sous-listes en fonction des objectifs, en fonction du contexte, type de production par exemple, et en fonction des fonctions et services privilégiés. Maintenant, voilà, pour vous donner quelques exemples, on a parlé de teneur en carbone du sol, principal constituant des matières organiques. Sol c'en est un. J'ai parlé de salinisation, la salinité du sol, voilà. Pour ce qui est des fonctions liées à l'eau, l'infiltration, la vitesse d'infiltration, et on a même des tests, qu'on fait au champ. Le birkan, c'est tout simple. Voilà, pour la biodiversité, donc c'est ce qui me vient à l'esprit là. Pour la biodiversité du sol, il y a à la fois donc ce qui se développe de plus en plus, qui coûte de moins en moins cher, c'est une analyse de l'ADN du sol. On a accès à l'ensemble de la diversité, pas très grande partie de la biodiversité du sol. Sinon, ce qui se fait couramment, ce que pratiquent pas mal de labos en France, de labos d'analyse privée, j'entends, c'est de quantifier l'abondance des micro-organismes du sol, donc une mesure de ce que nous appelons la biomasse microbienne. Et puis, il y a aussi une quantification des communautés de vers de terre. Et là, avec des méthodes plus labo, puis des méthodes, le test à la moutarde, c'est très facile à mettre en œuvre. Et j'ai envie alors je suis sûre que j'en oublie des super importants. Bon, il y a mesurer la teneur en éléments traces métalliques, en HAP. Enfin voilà, il y a un certain nombre il y a des garde-fous à ne pas oublier d'aller chercher. Et j'ai envie de dire aussi des choses là qui peuvent être mises en place, qui gagneraient énormément à être développées. C'est ce qu'on appelle le test bêche. C'est on prélève une bêchée de sol et puis il y a des guides d'observation pour qualifier. Alors bien sûr, c'est très opérateur dépendant, mais qu'est-ce qu'on y gagne en termes de observer son sol? Et voilà, ça c'est intégrateur. Ça c'est tout à fait intégrateur. Donc il y a à la fois des choses labo, je parlais d'ADN, mesure de la salinité, etc. Et puis un certain nombre de tests qu'on peut développer sur le terrain et qui ont pour moi, une grande vertu à la fois pour qualifier, on va dire professionnellement, donner donner une couleur, mais aussi pour de la formation. Et puis pour du suivi par le praticien, par celui qui gère les sols. Merci pour ces inventaires qui nous permettent effectivement de bien placer le débat et son les questions. On a peut-être le temps de prendre encore 1 ou 2 questions courtes de la salle. Il y a des bras qui se lèvent avec énergie. Monsieur, puis la dame derrière ensuite. Oui, alors une petite question. On parle de matière organique, donc on parle de carbone dans le sol. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le sujet de la fertilisation et notamment la fertilisation azotée. Qui, on sait, peut être antagoniste un petit peu avec la matière organique, puisque quand on met de l'azote dans un sol, on accélère la dégradation de la matière organique. Le rapport, quand on apporte de l'azote minéral. On parlait du coup de régénérer les sols sans perte de rendement.
Donc voilà, moi je vous pose un peu cette question de la fertilisation. Est-ce qu'on peut donc conserver l'intensité de fertilisation azotée qu'on a aujourd'hui, notamment sur les céréales, tout en améliorant les taux de matière organique? Alors, fertiliser avec de l'azote minéral ne fait pas diminuer les teneurs en matière organique des sols. Les sols ont en général un rapport carbone sur azote de l'ordre de 10 et d'apporter de l'azote minéral, ils ne sont pas limités en azote. Par contre, c'est qu'historiquement et dans les pratiques, c'est associé avec une absence de fertilisation organique. Donc, on a diminué les apports organiques au sol. Donc, c'est ça, c'est un effet indirect. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question, enfin, ou il y en avait. Oui, peut-être, je vous laisse rebondir. Est-ce qu'on peut diminuer sans risque la fertilisation azotée? Oui, c'était ça. Après, c'était un peu ce que disait Charles tout à l'heure, c'est un parcours, une transition. Donc, peut-être que la première année, si on n'a pas mis d'autres conditions en place, si on n'avait effectivement pas prêté attention à ces apports en matière organique, donc clairement, il va pas falloir toucher ce poste-là parce que là, on va aller à la catastrophe. Donc quelque part, et c'est là aussi où l'aspect du contexte de l'exploitation et d'où elle part et puis ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'elle a déjà comme capital et qu'est-ce qu'elle a commencé à mettre en place ou pas comme pratique intervient. Donc c'est vraiment un parcours et c'est là aussi où la recette toute faite en disant bah voilà les pratiques, appliquez-les, non, mais il y a aussi un ordre pour appliquer les pratiques. Il y en a certaines qui sont très clairement très risquées si d'autres n'ont pas été mises en place avant. C'était la même question tout à l'heure sur le labour. Est-ce qu'on se dit qu'on s'interdit de tout labour? Si on a un champ qui est complètement compacté, ça va pas non plus être possible. Cher Thomas, il y a la jeune femme devant vous et puis ensuite le monsieur au dernier rang sera la dernière question malheureusement, puis ensuite on prendra évidemment le temps autour du cocktail avec les intervenants de poser toutes les questions qui n'auront pas été abordées. Bonjour, Claire Bourdon. D'abord, je vous invite tous à lire le formidable roman de Gaspard Koenig que moi-même j'ai adoré. Donc j'espère qu'on l'entendra tout à l'heure. Mais ma question concerne la santé des sols. Donc, on parlait des indicateurs de la santé des sols. Est-ce qu'ils ont été mesurés en fonction des types d'agriculture? Parce que j'entends qu'on ne veuille pas opposer une agriculture à une autre et qu'on cherche des solutions innovantes. Néanmoins, si on sait déjà qu'un type d'agriculture favorise la santé des sols, pourquoi il n'y a qu'à se baisser? Voilà. Alors, ils ont été mesurés en fonction de différents systèmes de culture, différentes agricultures, pas forcément dans tous les contextes pédoclimatiques. Donc, je ne veux pas vous dire que l'inventaire est complet. Mais par exemple, l'agriculture de conservation des sols a des effets positifs en termes de biodiversité, en termes de résistance des sols à l'érosion, en termes de stockage de carbone. Agriculture de conservation des sols, pas le non-labour. Non-labour, ça pas beaucoup d'effets sur le stockage de carbone. En termes d'infiltration, donc oui, ça a des effets positifs, mais voilà, mais c'est pas facile à mettre en œuvre et c'est pas forcément pertinent pour toutes les cultures. Et c'est pas facile de donner un jugement général, par exemple en bio. Moi, je me souviens d'un projet de recherche qui avait été financé dans le cadre du programme chez Sol, enfin un programme de recherche sur les sols français. La diversité des pratiques effectives en bio était très importante. Et donc, il y avait des agriculteurs. Voilà, du coup, l'état des sols était extrêmement variable. Donc voilà, c'est pas forcément. Je rejoins. Oui, c'est pas forcément très fructueux de tout mettre sous une bannière de type d'agriculture, d'ensemble de pratiques. Merci. Il faut les mesurer. En fait, c'est ça. Il faut vraiment les mesurer. Et une toute dernière question, le monsieur au dernier. Servi. Bonsoir. J'avais deux questions de béotien. Le carbon farming, ça consiste en quoi? C'est quand même très bête, hein. Et merci d'oser poser des questions que vous avez parlé d'une opération qui a été fructueuse, qui était le 4 pour 1000. Mais qu'est-ce que c'était aussi? Voilà, c'est tout. Je suis désolée de pas avoir expliqué. Alors, le carbon farming, l'idée, c'est de rétribuer les agriculteurs pour une augmentation du stockage de carbone dans leur sol. Ça se fait donc, c'est un contrat entre l'agriculteur et une entité. Ça se fait par des entreprises qui veulent intégrer ça dans des contrats avec les agriculteurs. Voilà, pareil. Donc, je sais plus, je connais le terme anglais, mais voilà, je me souviens. Voilà, ça se fait dans le cadre de l'intérieur d'une chaîne de valeur par une entreprise. Un certain nombre d'entreprises veulent développer ça aussi ou acheter des crédits carbone pour compenser leurs émissions.
Hein, donc il y a bien l'idée de compenser de la consommation de kérosène de l'aviation par du stockage de carbone dans les sols. Voilà, c'est un milieu, se développe très rapidement là-dessus. Donc là, je sais pas si j'ai été. C'est stockage dans les sols. Alors dans les sols et dans la biomasse. Voilà. Effectivement, moi je pense à sol, mais par exemple, agroforesterie, on comptabilise le stockage dans les sols. Et beaucoup d'entreprises ne s'occupent que de carbone. Heureusement, un certain nombre d'entre elles, et la future réglementation européenne, se préoccupe aussi de réduction des émissions. Parce que ce qui compte, si on se préoccupe de l'atténuation du changement climatique, il n'y a pas que du carbone. Il y a le N2O, il y a le méthane, voilà. Donc ça, c'était première question. Sur 4 pour 1000, c'était justement là que Anne-Sophie Leroy et Claire Chenu, vous avez fait connaissance, je crois. Hein. Ah oui, c'était à cette occasion-là. 4 pour 1000, c'est une initiative internationale qui avait été lancée en 2015. 2015, au moment des accords de Paris. À l'époque, Stéphane Le Foll, c'était notre ministre de l'Agriculture, donc c'est lui qui a lancé ça. Et c'est une initiative internationale qui réunit des gouvernements, des ONG, des entreprises, tout un nombre d'acteurs. Ça s'appelle 4 pour 1000 parce que symboliquement, si on arrivait à augmenter le taux de matière organique dans les sols de 4 pour 1000, donc 0,4%, ça voudrait dire qu'annuellement, on pourrait compenser l'intégralité de nos émissions de carbone. Voilà. Et ce que j'ai souvent, si on perdait 4 pour 1000 par an des teneurs en carbone, on doublerait le flux net de carbone vers notre atmosphère. Merci pour vos questions. Évidemment, la soirée ne se termine pas à l'issue des échanges et vous pouvez continuer autour d'un moment plus informel. Il me vient maintenant le plaisir de finalement transmuer cette soirée en lui donnant un tour plus littéraire. Avant cela, peut-être, puisque vous êtes vous aussi des lecteurs de Gaspard Koenig, qu'est-ce que vous inspire en quelques mots la lecture d'Humus? Est-ce que c'est un livre qui va permettre de faire ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de passionner le grand public pour la question de la santé des sols? Alors moi déjà, bravo pour le tour de force d'intéresser des lecteurs non agronomes ou qui sont pas du tout de la partie au sujet des sols, parce qu'il y a tout un tas de personnes autour de moi qui ont lu ce roman et qui l'ont apprécié et qui qui aujourd'hui sont sensibilisés quand même à cette question-là. Donc ça c'est super chouette. Le bouquin, moi, il m'a à la fois de temps en temps fait rire dans le bon sens du terme parce que le trait est assez poussé sur les deux personnages qui sont dans des trajectoires intéressantes, on va dire, les deux agros. Mais quelque part, c'est aussi très sérieux parce que pour moi, c'est une image de notre société actuelle. On voit bien un petit peu toutes les contradictions qu'on a à résoudre. Alors, il y a celui qui va être dans la partie plus agritech, donc c'est la technologie qui va nous sauver et voilà, tout va bien se passer. Puis il pousse le trait très loin avec sa start-up. Il y en a un autre et pourtant lui il vient du monde agricole. Il y en a un autre, il vient pas du tout du monde agricole par sa famille, mais bon, il va essayer de repartir dans les bases et de s'installer dans un coin perdu et puis il va se heurter à la réalité rurale et à ses voisins agriculteurs qui le regardent un petit peu bizarre. Et voilà. Et puis après, moi, je veux pas raconter la fin, mais où on sent aussi quand même une conscience environnementale et des enjeux écologiques qui est prégnante chez les jeunes et qui trouve pas non plus forcément d'écho dans une résolution politique. Et puis après, ça amène certaines confrontations. Donc pour moi, c'était une belle description quelque part de ce qui est en train ce qui se passe aujourd'hui. Donc, bravo. Alors, ça va être maintenant au tour de Gaspard Koenig justement à répondre. Vous l'avez bien introduit à répondre à son tour aux questions. Je vais vous inviter, vous avez des places qui vous ont été gardées au premier rang. J'ai demandé à Gaspard de nous rejoindre sur l'estrade. Et puis alors moi j'ai toujours rêvé, en regardant la grande librairie, de faire un peu l'animateur d'une soirée littéraire. Je vis mon rêve. Et donc pendant que vous vous installez, Gaspard, je me permets de vous lire. C'est pas forcément toujours très agréable d'être soi-même lu, mais c'est l'épreuve que je vais vous infliger. Et peut-être pour entrer justement dans le sujet avec le ton qu'est le vôtre dans ce livre, que je qualifierais d'un peu moins optimiste que celui des intervenants que je remercie encore, Anne-Sophie Leroy, Claire Chenu et Charles Vaury, des intervenants que j'avais préalablement à votre place. Alors, je ne resitue pas, parce que c'est un peu tard dans le livre, l'état de l'intrigue pour ne pas divulgacher, comme on dit en bon français, justement l'intrigue de ce roman. Je vous livre le passage brut et vous n'aurez, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'à le lire pour comprendre comment est-ce qu'il s'insère dans ce récit. Au bout de 2 ans, je peux l'affirmer, le sol est mort. Pas appauvri, pas détérioré, mort de chez mort. Impossible de le ressusciter.
Le fameux complexe argilo-humique dont on nous bassinait dans les études d'agro, une rigolade. Il n'y a plus de champignons pour décomposer les matières organiques, plus de racines pour casser la roche, plus de lombriques pour raccorder le tout et faire remonter les nutriments. Le papy nous parlait tout le temps de sa terre, mais quelle terre? Elle est devenue minérale. Comment voulez-vous que je redonne la vie à des pierres? Je ne suis pas Dieu. Et encore, même Dieu, il a créé l'homme à partir d'argile. Ou Prométhée, Allah, Arnum, Parvati, Viracocha, enfin ils sont tous d'accord pour une fois. Pour souffler la vie, pour pétrir le golem, il faut de la glaise, de la boue, de la merde, quelque chose d'élastique et de spongieux. Il n'y a plus rien de ça sur le plateau. Alors évidemment, pour cacher cette faute immense, on maintient l'illusion en déversant des engrais tous les ans et en faisant pousser des maïs OGM. Les citadins passent en voiture et voient des champs qui ondulent sous le vent, ils sont contents. Les agris nourrissent le monde, ils sont contents. Les rendements baissent un peu, on remet un coup de pulvé. Et puis un jour, dans quelques années, peut-être quelques décennies, c'est-à-dire une seconde à l'échelle géologique, il n'y aura plus assez de pétrole pour toute leur chimie. Et alors on découvrira, comme je l'ai découvert ici à Saint-Firmin, qu'il n'y a plus de terre. Les rendements, ces chers rendements qui étaient censés croître à l'infini ne vont pas baisser, ils vont s'écrouler. Rien, 0 quintal à l'hectare, le roi est nu. Que vont-ils nourrir avec ce sol dur comme du béton? Personne. Bon, Gaspard Koenig, vous ne faites pas rêver. Est-ce que c'est l'état des sols que vous décrivez tel que vous les percevez aujourd'hui? Est-ce que c'est un roman d'anticipation, comme on aime bien dire? Alors, je ne vous savais pas encore auteur de science-fiction, mais est-ce que vous imaginez déjà la Terre dans 50, dans 100 ans? Est-ce que c'est un avertissement philosophique? Comment est-ce que l'on doit interpréter cette mise en garde, malgré tout, réfrigérée que vous adressez à travers ces quelques lignes, Gaspard? D'abord, bonsoir à tous et je suis très anxieux d'être ici parce que vous connaissez tous mon sujet mieux que moi. Contrairement au plateau de la Grande Librairie. Donc ça va être plus difficile en fait qu'à la Grande Librairie. Et ensuite tout ça c'est dans la tête d'un des deux héros. Ce que permet le roman justement c'est de pousser les raisonnements, les radicalités, les pratiques à l'extrême, d'aller même sur le plan philosophique puisqu'il y en a un qui devient complètement éco-anarchiste, dans des zones où moi-même je n'irais pas en tant que philosophe ou intellectuel, mais c'est aussi agréable à travers un personnage de pouvoir expérimenter en fait des pensées beaucoup plus radicales, beaucoup plus extrêmes. Donc, c'est ce que pense un des personnages. Mais je dois dire que, en faisant mes recherches pour écrire ce livre, et d'ailleurs en écoutant les intervenants de la table ronde précédente, que j'ai pas trouvé en fait aussi galvanisant que ce que vous voulez bien laisser entendre, parce que tout le début, quand on nous réexplique que 60% des sols sont dégradés, et que globalement les outils pour la transition sont encore que tout le monde sait à peu près où il faudrait aller, que les scientifiques et les techniques d'agroécologie donnent déjà toute une palette de méthodes, mais que personne n'est politiquement conscient du sujet, que le sujet d'ailleurs régresse d'une certaine manière, qui n'est absolument pas abordé dans la politique, disons, quotidienne, bah ça fait peur. Moi, ça m'a encore fait peur, cette table ronde. Et j'étais pas tellement anxieux avant d'écrire le livre, ni très sensibilisé à ces sujets d'ailleurs, mais simplement j'ai pris voilà la réalité rationnellement en pleine tête. Vous l'êtes devenu. Bah, et en plus maintenant je travaille sur l'eau, alors vous voyez c'est de pire en pire. Donc c'est Roosevelt d'ailleurs qui disait déjà dans les années 30, dans les années 1930, donc il y a un siècle, au moment du Dust Bowl aux États-Unis, qui est ces espèces d'énormes tempêtes de poussière qui sont décrites dans Mice and Men de Steinbeck et qui étaient dues pour le coup à des pratiques agricoles déjà extrêmement intensives en labour alors à l'époque et qui avaient détruit les sols et donc il y a un siècle les pouvoirs publics s'en étaient aperçus et Roosevelt dit une nation qui détruit ses sols se détruit elle-même. C'était il y a un siècle. Il y a quelques années, le ministre de l'Environnement anglais, Michael Gove, avait fait un avertissement à peu près comparable. Et il y a une étude qui est sortie il y a 15 jours sur la perte de la biomasse dans les sols en Angleterre, 2% de vers de terre en moins par an, je crois. Donc voilà, malgré ce savoir qui est maintenant extrêmement clair, extrêmement documenté, extrêmement consensuel dans la communauté scientifique, on a l'impression, presque sans métaphore, que le sol se dérobe sous nos pieds. C'est d'autant plus vertigineux quand on sait à quel point la nature, si je puis dire, l'évolution naturelle, met du temps à fabriquer un sol. On lit l'origine du monde de Marc-André Solos, il dit
un millénaire. Et on prend une roche nue, on attend, et pour qu'il y ait de l'humus et une forêt primaire, c'est un millénaire. Et donc, quand on a détruit un sol, effectivement, on peut les régénérer. Alors, on le disait tout à l'heure, ça met beaucoup de temps. C'est pour ça, d'ailleurs, que mon héros, il n'y arrive pas. Il est bloqué. 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça marche pas. Ça marchera à la toute fin, mais lui, il sera pas plus là pour le voir. En revanche, c'est extrêmement rapide, effectivement, de les détruire et surtout de passer un certain seuil où il y a quasiment plus de régénération possible. Et c'est, quand on parle de rendement, j'ai relu pour un livre que je suis en train d'écrire, j'ai lu pour être franc, les physiocrates, et notamment Quesnay quand il écrit l'article grain. L'article grain de l'encyclopédie, c'est avant les intrants, c'est avant tout ça, et pourtant c'est une définition parfaite de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'agriculture intensive. Et Quesnay, c'est celui qui invente la macroéconomie, les flux de revenus, tout ce qui l'intéresse dans son analyse assez fine d'ailleurs de l'agriculture de l'époque, c'est de transformer les agriculteurs en entrepreneurs et d'accroître les revenus. Et au fond, c'est comme si l'agriculture avait oublié la fonction du capital, qui est le sol. Normalement, quand on parle de rendement dans une industrie, c'est les facteurs de production, c'est un ratio entre les facteurs de production et la production. Or, aujourd'hui, les facteurs de production sont complètement oubliés. Et l'ensemble des incitations dans lesquelles semble être le monde agricole, c'est-à-dire des incitations économiques et des incitations de politique publique via la PAC et les subventions, ne vont pas du tout en ce sens. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de grand plan, je veux dire, de transformation vers une agriculture agroécologique. Donc, alors que même sur la question de l'eau, l'agroécologie offre aussi des solutions extrêmement fortes, y compris de stockage, par exemple, de l'eau. Il est étonnant de voir à quel point nos consciences en sont éloignées. Et là, on revient un peu au début de la toute première question que vous posiez. Pourquoi est-ce qu'on a si peu conscience du sol? Moi-même, j'ai découvert en écrivant ce livre. En philosophie, on regarde le ciel depuis 2500 ans. L'astronomie existe depuis que l'humanité sait écrire. La pédologie, on en parlait tout à l'heure, elle date de la fin du 19e siècle. Et d'ailleurs, Darwin, dans son livre sur les vers de terre, donc son dernier livre, son fameux livre sur les vers de terre, se demande pourquoi. Il dit pourquoi je suis le premier à m'être intéressé aux vers de terre. D'ailleurs, c'est un livre assez amusant où Darwin explique toutes sortes de choses, que par exemple, pourquoi les ruines sont sous la terre. Et Darwin dit, c'est pas parce qu'elles sont lourdes et qu'elles se sont enfouies sous la terre, c'est parce que en fait, des milliards de lombrics ont été chercher la terre en bas, leur remonter en haut, et qu'au bout de plusieurs siècles, ça a recouvert les ruines. Et Darwin se demande, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas compris le rôle de ces organismes? Et il dit, en fait, c'est parce que la pensée humaine aime les actions spectaculaires, comme la création divine, ou la volonté politique, enfin quelque chose, un homme, une action, un moment qui décide de tout. Et l'idée que c'est la combinaison de milliards de facteurs, de petits facteurs pas très, en soi pas très transformateurs, qui créent quelque chose de grand, en fait, ça nous dérange. Et il a exactement le même raisonnement d'ailleurs dans l'origine des espèces. Donc, il dit pourquoi est-ce que les gens ont du mal à concevoir l'évolution naturelle? Parce qu'on n'arrive pas à se représenter ce que c'est que des centaines de millions d'années. Et donc les gens se disent mais c'est pas possible que des petites actions comme ça arrivent à un organisme aussi complexe que par exemple le corps humain. Oui, mais c'est parce qu'on n'arrive pas à concevoir les milliards de petites actions évolutives sur tout ce temps. Voilà. Donc il y en a un sur le plan temporel, l'autre sur le plan horizontal, quelque part du sol, qui fait que et même quand on en parle, j'avais fait une émission sur France Inter, il m'avait passé un son, comme on dit, de Sandrine Rousseau, qui était auditionnée à l'Assemblée, enfin qui parlait à l'Assemblée, ou dans une commission, et elle parlait des vers de terre, et toute la salle se marrait. Alors elle disait, c'est pas drôle. Et tout le monde en sourit. Et puis évidemment, moi j'étais le premier à le faire sur les plateaux. Ce vers de terre, c'est marrant. Et tout. Mais en fait, c'est extrêmement grave et extrêmement important. Et pour renverser la vapeur c'est pour ça qu'il y a Thomas Pesquet dans le livre, entre les astronautes qui font rêver tout le monde et les géodrillologues dont on connaît pas le nom en fait, on a l'impression qu'il va falloir encore beaucoup plus de temps que ce que voudrait l'urgence à laquelle nous sommes confrontés. Cela dit, Jules Verne faisait rêver dans les deux sens, le ciel et la terre, puisque descendre dans le gouffre de la terre n'était pas infamant. C'est marrant, vous utilisez l'image des ruines, on a quand même l'impression que c'est un thème qui est présent dans tout le roman, et vous citez votre réflexion au fond aussi sur le modèle économique et la question du capitalisme, elle est au cœur du livre. On a parlé d'Arthur, dont je citais les lamentations dans le premier extrait. Arthur, c'est celui qui cultive la terre et qui n'arrive à rien.
il y a son copain Kevin. Kevin, il a choisi une autre solution, celle de l'agritechnologie. Il veut développer un modèle révolutionnaire de lombricompostage. Et à un moment, il raconte ce personnage, alors en plus qui ressemble à un Bouddha, bon, la scène est assez truculente, mais qui lui dit, au fond, lorsqu'il y a une tension comme celle qu'on connaît sur la fertilité de la terre, etc., là, ça intéresse le capitalisme financier parce que il y a du coup une rareté qui crée une valeur. Et il dit ça, je le cite rapidement, « Cette terre, mes amis, c'est de l'or. Je suis persuadé que la terre va redevenir le centre de l'économie. Pas demain, mais dans 5 ans, 10 ans peut-être. Qu'importe, grâce à tous les crétins qui nous rapportent des millions en faisant joujou avec les datas, on peut investir sur le long terme. Les physiocrates du XVIIIe siècle avaient raison. Toute la valeur provient ultimement de l'agriculture. Quand il n'y aura plus d'énergie, quand les chaînes d'approvisionnement seront rompues et que les réseaux de télécommunications seront coupés, quand les voitures n'auront plus d'essence ni de batterie, à quoi penseront les gens? À poster un commentaire scandalisé sur leurs écrans éteints? Non. Ils penseront à survivre. Le lot commun de l'humanité avant la révolution industrielle. Ils fuiront les villes comme des rats. Ils voudront de la terre pour vivre et pour se nourrir. Bon, donc on voit cette question de la valeur qui est posée partout dans le roman. Et en même temps, puisque on le sait, Kevin et Arthur, en tout cas dans le roman, échouent à terme ou plus tard, peut-être qu'ils avaient raison, on n'en sait rien, mais en tous les cas c'est aussi le roman de 2 échecs, c'est que finalement c'est aussi l'échec de tout un système économique. Alors, le roman ne se positionne pas sur ce sujet-là. Il montre les 2 voies. L'une, moins de la technologie d'ailleurs, parce que son vermicompostage est pas très intensif en technologie, mais c'est plutôt la voie capitaliste, disons, de l'investissement, et en l'occurrence son ami Anne qui va aussi l'aider à rencontrer des entrepreneurs, des investisseurs, etc. Voilà, mais donc c'est plutôt le monde du capital risque pour monter pour faire des actions à l'échelle, quoi. Et puis l'autre, et donc c'est au fond la morale de l'efficience. C'est en philosophie on oppose souvent la morale conséquentialiste à la morale de l'intention, intentionnaliste. La morale conséquentialiste, c'est peu importe au fond la vertu personnelle, l'essentiel c'est l'impact, c'est Kevin. Et la morale intentionnaliste, c'est non mais ce qui importe c'est kantien, c'est ce qui importe avant tout, c'est d'être fidèle à soi-même, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir, c'est d'être moral. Et puis les conséquences on s'en fout, au point que Kant disait il faut dénoncer son ami quand la police arrive parce qu'il faut pas mentir. Voilà, ce que Benjamin Constant lui a à juste titre reproché. Voilà, donc ces 2 morales, ces 2 systèmes, effectivement, capitalisme versus radicalité politique, c'est effectivement 2 échecs personnels. Pourquoi? Parce que les 2 ont été, comme dans tout bon roman d'initiation, au fond, il y a aussi un caractère un peu narratif, hein, donc ils ont été dans l'hubris. Et après l'hubris vient l'humilité, au fond, et l'humilité, ça tombe bien, ça vient d'humus. Néanmoins, et sans non plus déflorer la fin du livre, j'ai pris soin de laisser une petite fenêtre pour que l'entreprise fondée par Kevin survive. Parce qu'au fond, sa partenaire, qui est une fille absolument abjecte, ignoble, qui pense qu'à l'argent, qui est complètement folle et tout ça, elle le sacrifie. Elle le sacrifie aussi médiatiquement en disant « il m'a harcelé, donc il est mort ». Mais le Bouddha, donc ce type dont on vient de parler, est censé continuer en tout cas à financer l'entreprise, et il n'est pas dit que cette entreprise financée par des gens sans scrupules, fondée par une fille complètement psychopathe, eh bien finalement sauve le monde, entre guillemets. En tout cas, le roman, je voulais laisser le lecteur, alors discrètement parce que c'est pas le centre du livre, mais je voulais laisser le lecteur devant cet inconfort moral. Et moi-même, qui maintenant, m'intéresse beaucoup à ces questions, et j'ai écrit un essai qui est en octobre sur l'agrophilosophie. Ensuite, je continue sur l'eau. Enfin, moi, c'est plus que ça qui m'intéresse. Donc, je continue, je veux dire, à mes recherches et à discuter. Mais je suis pas du tout dans une condamnation finale du capitalisme. Et je pense d'ailleurs que le fait d'associer capitalisme et productivisme n'est pas correct ni intellectuellement ni historiquement, puisqu'on a eu des régimes non capitalistes très productivistes, et que le capitalisme offre quand même des moyens de passer à l'échelle, qui justement sur tous les sujets dont on vient de parler, on voit bien toutes ces petites initiatives merveilleuses de gens, des bifurqueurs qui créent les micro-fermes, tous les gens que je connais aussi dans le bocage normand qui font leur propre transition et font des expérimentations merveilleuses, mais sur des surfaces quand même réduites. L'imaginaire du bec et loin des Hervé Guyère, c'est de dire on va faire ça dans tout le pays, il y aura des millions de micro-fermes. C'est une très belle utopie. Mais en attendant, s'il y a des assureurs qui veulent racheter des terres, les régénérer, faire du profit avec, mais du coup les remettre en état, comme je crois que c'est le cas aux États-Unis, c'est pas possible en France avec les affaires.
ça me paraît une utilisation des outils capitalistes qui n'est pas à négliger. Une critique que j'ai pu lire de votre roman, je crois que c'était de la part d'une étudiante de l'agro en ligne, mais j'en suis plus certain, c'est que Arthur, donc celui qui choisit la voie de l'agriculture dans la parcelle en plus qui est celle de son grand-père, donc il y a une histoire, un lien familial, il est très seul et il fait pas grand-chose pour ne pas l'être. Est-ce que ça c'est réaliste? C'est-à-dire, est-ce que au fond les agriculteurs n'ont pas depuis longtemps conscience que seuls ils vont pas très loin? Et précisément, on l'a évoqué tout à l'heure, cette question du rôle des pères dans l'agriculture, justement, quand on est en plus confronté à cette question cruciale de la baisse inéluctable des rendements. Oui, alors Arthur, quand même, il est entouré dans le village parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui viennent lui donner des coups de main. Louis, Mathieu, etc. Et c'est pas tout à fait... Enfin, je pense que sans eux, il aurait pas pu survivre, en fait, parce qu'ils lui apprennent aussi beaucoup de choses. Et justement, c'est aussi l'histoire d'un ingénieur agro qui arrive avec un grand plan. Alors, au début, c'est pour faire une thèse, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il a pas complètement bifurqué au début, puisqu'il est encore dans une perspective académique, puis c'est peu à peu qu'il bascule. Qui se met un peu en scène avec son blog. Voilà. Et puis qu'il a un vrai ego, quoi. Il fait ça pour sauver, c'est formidable, mais en même temps, il fait ça aussi pour séduire une fille, pour se mettre en valeur. Enfin, il a ses propres ambiguïtés. C'est pas du tout un héros d'une grande pureté morale. Et donc, bon, il est quand même un peu entouré dans ce village où on lui apprend qu'il n'a pas tout appris à l'agro et qu'il y a plein de trucs qu'il n'a pas. Puis au début, il commence à dire, moi, je vais faucher comme dans Tolstoï. Et puis, bon, évidemment, il finit par emprunter le des chômeurs du voisin. Et il y a un moment dans le livre où, justement, on sent qu'il y a une réconciliation possible avec son voisin, qui est un agriculteur conventionnel classique, qui finalement n'est pas le salaud qu'il imaginait au début, parce qu'en fait dans les histoires de famille, sa version n'est pas forcément la version était à nuancer, que bon. Et donc il y a ce moment d'une possibilité de réconciliation entre ces deux mondes, qui finalement échoue aussi pour des raisons exogènes, pour des raisons romanesques. Mais ça serait un autre livre. Et ça serait aussi moi j'étais au salon de l'agriculture, j'ai passé 2 jours à faire plein de petites interventions, des discussions, etc. avec, d'ailleurs vous étiez là, dans le fameux hall 4 où personne ne va, parce que c'est le hall chiant, c'est le hall institutionnel. Et ce qui m'a frappé, c'est un peu ce qu'on disait derrière la table ronde, c'est pas qu'il y avait 2 camps, c'est qu'il y a 1000 camps. Enfin, vous parlez à la FNSEA, ils disent oui, bien sûr, on veut réduire nos usages de phyto. Puis il y avait l'agriculture, l'association d'agriculture et conservation des sols qui disait ouais mais le bio c'est du labour, c'est n'importe quoi, il y a plus de vers de terre. Le bio qui disait ouais mais l'agriculture et conservation des sols ils mettent du glyphosate, n'importe quoi. Entre les deux il y a la Confédération paysanne, l'INRAE qui dit mais non on peut faire de l'agroécologie full, pas de labour semi-direct, pas de phyto, etc. Des associations culturales ça marche, ça augmente les rendements. En fait vous sortez de là, vous savez plus du tout quoi penser. Parce que les acteurs eux-mêmes vous ont vraiment exposé un monde avec 1000 nuances possibles, mais qui néanmoins, dont on sent bien qu'il va quand même plus ou moins dans la même direction, bon an mal an. Et c'est vrai que voilà, on peut rêver que des discussions un peu plus intenses entre tous ces acteurs accélèrent quand même largement les choses. Gaspard Koenig, avant que le public ne prenne aussi le relais à son tour, et une dernière question que j'ai envie de vous poser, mais je ne sais pas si vous accepterez de livrer tous vos secrets. Vous écrivez un livre qui est au-delà de son projet de démonstration, d'enjeux philosophiques, extrêmement rigoureux, précis, sur la Terre. Enfin, on en apprend, tous ceux qui l'ont lu le savent, beaucoup sur les lombriques, évidemment, que vous décrivez dans le détail, mais je sais pas, sur le rumex, enfin bref. Comment est-ce que vous en arrivez à une connaissance aussi précise de votre objet, qu'encore une fois, enfin vous n'êtes pas chercheur au CNRS, c'est pas votre objet le plus inné. Et comment est-ce que vous écrivez? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un projet romanesque, une intention philosophique, et derrière vous essayez d'acquérir les connaissances qui vous permettent d'écrire ce livre, ou est-ce que c'est à force justement de vous cultiver, puisque l'homme aussi se cultive comme le sol, de vous cultiver sur le sujet qui vous intéresse, que vous en arrivez à cette ébauche de projet et qu'ensuite vous écrivez? Quel est votre secret? D'abord, la critique qui m'a fait le plus plaisir, c'est celle de une association qui est bien nommée puisqu'elle s'appelle l'AFES, donc L'_AFES, qui est donc une association, je me rappelle plus exactement l'acronyme, mais vous devez le connaître dans la salle, pour l'étude des sols, voilà, et qui a fait une critique du livre en disant bon, on a vraiment bien regardé, mais bon, tout est correct. Là, le livre, j'ai passé. Pour moi, c'est extrêmement important d'écrire. Vous l'aviez fait relire, j'imagine. Oui, alors je l'ai fait relire, j'ai fait relire notamment à, je peux la citer d'ailleurs, Céline Pelosi, qui est géodrillologue, donc spécialiste des vers de terre, qui travaille à l'INRAE, si je me trompe pas, près de Montpellier.
et à d'autres agronomes aussi. Donc, je me suis beaucoup documenté pour l'écrire. Pour moi, il est extrêmement important quand j'écris un livre, mais pas seulement un roman, j'écris des essais avant, donc évidemment, c'est encore plus évident, de faire un travail de recherche. C'est pas forcément si long ni si compliqué, mais de passer au moins plusieurs mois à lire. Bon, plus sur les vers de terre, c'est facile parce que quand même le corpus est assez limité hein, pour le grand public. Il y a la Bible de Marcel Boucher, des vers de terre et des hommes. Mais c'est vrai qu'on fait le tour là sur l'eau, c'est quand même un peu plus vertigineux. C'est ces recherches qui déterminent l'intention de l'auteur, ou est-ce que vous avez une intention d'entrée de jeu? Non, oui. Alors en l'occurrence, je savais ce que je voulais faire. Je voulais faire un roman d'initiation pour notre époque. Qu'est-ce que veut faire une jeune personne plongée dans la vie active, avec un peu d'idéal? Et il veut sauver la planète. Je sais même plus comment j'ai trouvé cette histoire de vers de terre. Alors moi, j'ai une maison en Normandie, je fais mon potager qui est catastrophe, on pourrait appeler ça de l'agroforesterie parce que ça pousse vraiment dans tous les sens, qui est mangé par les biches, les limaces, enfin bref. Mais je mets quand même un peu à ma batte, j'ai vu ces vers de terre, j'ai commencé à me renseigner à titre comme ça de curiosité personnelle, je me suis dit mais attendez, c'est dingue, il y a aucun écrivain qui s'est emparé de ce sujet-là. Donc déjà quand on trouve un sujet dont personne n'a jamais parlé, il faut absolument sauter dessus à pieds joints. Alors d'ailleurs, comme d'habitude, on m'a dit mais non, dans un roman islandais de Stefansson qui s'appelle Tout n'est que ténèbres, il y a effectivement un passage sur une paysanne islandaise du 19e siècle qui écrit un mémoire sur les vers de terre. Mais enfin bon, globalement, c'était pas un thème quand même très pris. Et voilà, donc j'avais l'intention, le roman d'initiation, disons le terreau qui était le lombric, et à partir de là, j'ai fait mes recherches. Mais c'est marrant de faire des recherches parce que j'ai fait pendant 10 ans, j'ai fait beaucoup de reportages, notamment pour Le Point, un peu aux quatre coins du monde. J'ai fait des voyages aussi qui donnaient lieu à des récits. Même mes essais sont toujours un peu mis en scène et narratifs. Et donc, je suis habitué à faire ça, à prendre un petit carnet et à aller parler aux gens. Et puis, c'est très sympa parce qu'on sort un peu de sa chambre, on prend le train, on va voir des lombrics, des usines. Par exemple, l'usine que je décris, elle existe. Elle est à Val-de-Reuil. Ça s'appelle Vert Agro. Ils étaient au salon de l'agriculture d'ailleurs, et c'est pareil, des jeunes ingénieurs qui ont construit cette énorme ligne de vermicompostage pour faire du biostimulant à l'échelle un peu industrielle. Donc, et j'ai été les voir, et c'est ce que faisait Zola, il prenait ses petits carnets, il prenait des notes quand il décrivait. Et en fait, plus on connaît les détails, paradoxalement, plus ça nourrit l'imaginaire. Parce que si vous connaissez rien sur les vers de terre et que vous voulez les décrire dans un livre, vous allez dire c'est des petits êtres qui se tortillent, enfin c'est nul. Si vous savez comment ils se reproduisent, comment ils creusent des galeries, différentes catégories, à quoi ils ressemblent, ce que vous les avez touchés et tout ça, tout de suite vous allez avoir une description beaucoup plus fine qui va en fait vous donner des idées beaucoup plus créatives. Donc la réalité, elle nous sert au contraire à écrire des fictions, et c'est la méthode que je continue à appliquer pour les livres suivants, mais c'est aussi la plus amusante. Ça permet, et je pense que effectivement ça marche parce que les gens sentent que non seulement il y a une histoire, mais que à travers cette histoire, il y a une information qui passe. Et si ça peut aussi permettre de populariser le sujet, tant mieux. Merci Gaspard Koenig. Vous avez approché le monde des vers de terre, celui aussi un peu des étudiants d'agro, notamment au début quand vous racontez un petit peu. Ils se ressemblent. C'est pas dit au micro, mais je tiens à ce que tout le monde entende, y compris à distance. Vous parlez un peu de leur quotidien au début du roman. Il y en a ici des étudiants de l'agro peut-être qui brûlent de vous poser quelques questions de lecteurs à leur auteur. C'est le moment, allez-y. Il nous reste encore quelques minutes s'il y a des questions de la salle pour Gaspard Koenig. Le micro va circuler. Ouais, Thomas. Une première question. La jeune femme. Bonjour, vous avez dit que vous travaillez sur l'eau maintenant. Est-ce que vous pouvez développer un peu, s'il vous plaît, sur quels aspects précisément vous êtes? Oui, non, je veux bien, c'est pas un secret. À travers la question du sol, dans le livre opposé, disons, pour faire vite, solution de capitalisme vert à la solution de transformation, évolution politique. Ce qui va m'intéresser sur l'eau, c'est d'opposer la gestion centralisée de l'environnement et des ressources à une gestion très locale, voire une gestion en commun. L'eau, ce qui est fascinant, c'est que c'est une ressource très locale. On le sait pas, on le sait plus. Et c'est ça qui est intéressant. Je vais faire les 4 éléments. Après, je fais l'air et le feu. Donc, je vous le dis, j'en ai pour 10 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'y compris moi, à chaque fois que je plonge dans ces sujets-là, je m'aperçois à quel point je les ignore. C'est-à-dire que le sol, je connaissais rien du tout. Et l'eau, j'ouvrais un robinet, je m'étais jamais posé la question de savoir d'où vient cette eau. Effectivement, quand on s'aperçoit, alors les contextes varient, Paris c'est différent, tout est différent, mais enfin, c'est une ressource qui est quand même essentiellement locale, dont on peut prendre soin
localement et où il apparaît aujourd'hui, il y a des problèmes très graves qui se posent sur la qualité, ça on le sait depuis longtemps, mais aussi maintenant, et c'est nouveau, sur la quantité en France, avec quand même des prévisions, pas tellement en termes de précipitation d'ailleurs, mais en termes de saisonnalité, qui vont complètement bouleverser les étiages des fleuves et qui vont changer l'hydrologie du pays. Enfin, c'est absolument monumental ce qui se prépare. Et donc, est-ce qu'on se contente d'une politique de tuyaux en disant raccord, on mutualise, puis on continue comme avant à faire du maïs, ou est-ce que une ressource contrainte ne peut pas forcer un écosystème local à se transformer et à gérer cette ressource rare d'une manière habile, en commun. Et j'ai lu pour l'occasion le livre d'Elinor Ostrom là sur les communs. Elle prend énormément d'exemples d'eau. L'eau en Andalousie pendant un millénaire, l'eau aux États-Unis dans les années 70. L'eau, c'est vraiment une ressource qui se prête bien à cette question du partage et de l'élaboration des règles communes. Voilà, pardon. Donc bon, ça c'est le background, disons, théorique, intellectuel du livre. Après, il y aura une histoire exactement comme dans Humus, avec des héros, avec des histoires d'amour et tout. Mais avec, j'espère, des histoires d'amour un peu plus positives que dans Humus. Ou un peu plus poétiques. Voilà. Mais voilà, c'est ça un peu le projet derrière. Et je rencontre plein de géohydrologues. C'est mes nouveaux amis après les agronomes qui... Mais pareil, c'est des sujets où à chaque fois, après, on est abonné aux newsletters des lombricophiles, tout ça. Et quand même, les nouvelles qu'on reçoit tous les jours quand on s'intéresse à ces sujets-là sont des nouvelles lourdes et qui ne... Il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles dans ces... Enfin, il y a plein de perspectives intéressantes, mais c'est quand même un peu accablant, quoi, quand on est au quotidien dans ces sujets-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore dans le public? Vous pouvez inviter Thomas à vous transmettre un micro, sinon j'en vois plus. Une dernière peut-être, c'est des internautes. Je crois pas, je suis pas sûr. Je sais pas si c'est une question vraiment pour Gaspard, mais étant donné ces tendances libérales, c'est un peu économique. Il y a quand même un aspect dans le débat que j'ai trouvé intéressante, c'est cette affaire de carbone dans le sol qu'on veut augmenter pour satisfaire un bien public qui est la réduction des gaz à effet de serre. Et que le co-bénéfice, c'est le bien privé, c'est la qualité du sol. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que vous, Gaspard, le libéral, vous avez une idée sur cette défaillance du marché en quelque sorte? Moi, si j'étais agriculteur, pourvu que j'ai la sécurité foncière, ma première préoccupation, c'est de garder mon capital. Et donc, je ferais ça pour moi, pas pour l'atmosphère. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? D'abord, je pense que les fondements théoriques du libéralisme sont quand même largement remis en cause. Je suis le premier à quelque part en être victime par l'irruption du vivant dans la pensée, dans la philosophie politique, et tant mieux. Dans mon prochain livre, je prends l'exemple de la notion de droit de propriété chez Locke, qui est vraiment fondatrice dans le second traité du gouvernement civil. C'est lui qui instaure la propriété comme un droit absolu, qui l'extrait de la question théologique. Enfin bon, c'est lui qui pose les bases de la modernité sur le droit de propriété qui arrivera à la Révolution française, etc. Et il prend quel exemple? L'exemple de la pomme qu'on cueille. Il dit, je cueille une pomme, à quel moment j'en deviens propriétaire? Au moment où je la vois, au moment où je la croque, au moment où je la prends, etc. Et il dit, c'est au moment où je la prends, parce que j'ai mêlé mon l'effort de mon corps à la nature extérieure. Donc, quelque part, je me suis approprié, comme je me possède moi-même, je me suis approprié la nature extérieure. Et donc, c'est à moi. Et donc, je peux en faire ce que je veux. Usus, fructus, abusus, je peux la revendre, je peux tout. Maintenant qu'on sait que pour produire la pomme, il n'a pas fallu seulement le geste du cueilleur, mais il a fallu des abeilles, des champignons, des vers de terre, tout un écosystème de l'eau, enfin, tout un écosystème autour du pommier, on peut plus avoir la même conception anthropocentrée du droit de propriété, en disant, bah non, on est propriétaire d'un terrain, tout est à nous, on en fait ce qu'on veut. C'est plus possible, quelque part. Il faut, et les plus grands défenseurs du droit de propriété, pour continuer à le défendre, doivent comprendre qu'il doit évoluer, et qu'il doit, on peut pas être propriétaire de milliards de vers de terre, c'est pas possible. Je sais pas si la vie a des droits en ce sens juridique, je pense pas, je vais pas me mettre sur ce terrain-là. Mais enfin, quelque part, l'exigence, en tout cas, de maintenir la biodiversité dans un espace dépasse l'homme. Donc c'est ma première réponse, c'est le droit de propriété.
il va forcément être modifié par la question du vivant. On pourrait d'ailleurs, enfin je ne veux pas m'étendre, mais enfin il y a la question de l'accès à la nature est aussi une question assez vive aujourd'hui, puisque le gouvernement est revenu sur le droit, enfin la zone grise qui permettait aux promeneurs de traverser des forêts dites privées. Qu'est-ce qu'une forêt privée? Voilà. Est-ce qu'on peut posséder 900 hectares avec des milliards d'organismes qu'on ne connaît pas? La deuxième partie de ma réponse, c'est sur carbone vert, parce que j'étais intéressé dans cette discussion-là sur les éco-bénéfices. Et c'est ce que disait Claire Chenu sur qu'est-ce qu'est l'éco-bénéfice de quoi? Est-ce que c'est le carbone qui est éco-bénéfice de la biodiversité ou l'inverse? Et j'ai fait un débat avec Jean Covici il y a 15 jours, 3 semaines, sur faut-il réduire les libertés pour sauver la planète? Et l'opposition peut-être un peu binaire que je trace, mais qui me semble intéressante quand même pour avancer, c'est que quand on part de la question du carbone, aujourd'hui, le seul truc qui passe dans le débat public, c'est le carbone. Le débat politique, il est uniquement sur la décarbonation, qui est forcément un truc très centralisé, sur lequel l'individu n'a absolument aucun pouvoir, parce qu'on dit, bah, de toute façon, c'est la Chine, moi, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et qui introduit forcément des mesures très restrictives. On dit, bon, bah, toute chose égale par ailleurs, il faut baisser ça, hein, c'est les raisonnements de Jean Covici. Donc, qu'est-ce qu'on peut serrer, où est-ce qu'on peut serrer la vis dans chaque domaine pour baisser? Si on part de la question de la biodiversité, si c'est ça le point d'entrée, évidemment, les deux se rejoignent. Mais si le point d'entrée, c'est la biodiversité, on aboutit à des politiques publiques, me semble-t-il, et même à une ambiance écologique complètement différente. D'abord parce que l'effondrement de la biodiversité n'est pas principalement lié au carbone, il est principalement lié aux destructions des habitats et à la surexploitation des ressources, et seulement en troisième lieu, selon l'IFP, le GIEC de la biodiversité, l'IFPBS, voilà. Seulement en troisième lieu au carbone. Donc même si on avait évacué tout le carbone de notre atmosphère, on n'aurait pas résolu le problème des sols, ni de l'artificialisation des sols, par exemple. Donc, et le problème de la biodiversité, eh ben, il est beaucoup plus existentiel, parce que c'est la disparition de la vie autour de nous. On le voit de nos yeux, on voit que dans la mer, il y a moins de poissons, on voit qu'il y a plus d'insectes sur les pare-brises, on entend moins les oiseaux au printemps. Et ça, c'est quelque chose qui doit quand même frapper le vivant qui est en nous. Et c'est quelque chose que chacun, pour le coup, à son échelle, dans son coin de jardin, mais aussi presque sur son balcon avec son vermicomposteur, peut corriger. Et peut corriger en retirant une certaine joie. Quand on a augmenté la vie, même dans un espace très réduit, on est content. Et ça ouvre la voie à des politiques publiques beaucoup plus décentralisées, au contraire, je dirais presque opposées aux politiques carbone qui sont, elles, forcément très dirigistes. Et qui sont au contraire des politiques publiques qui vont dire il faut que les gens se réapproprient leur environnement, y compris politiquement. Bon, moi, mon auteur de référence là-dedans, c'est Élisée Reclus, qui, je trouve, donne de quoi penser l'écologie aujourd'hui de manière justement à la fois assez radicale et progressiste. Voilà. Merci beaucoup, Gaspard Koenig. Claire Masson, je me retourne virtuellement de nouveau vers vous. Est-ce que vous êtes encore là? Je suis bien sûr toujours là. Alors, Claire, c'est le moment fatidique. Je crois qu'on va voir s'afficher sur l'écran qui est placé devant le public la restitution, la fresque que vous avez tracée au cours de cet échange. Est-ce que vous voulez nous la présenter? Oui, bien sûr. Alors simplement, moi j'ai un décalage, donc je la verrai après vous. Alors, pour l'instant, on ne la voit toujours pas, mais on espère. Voilà, de toute façon, ce que j'ai simplement réalisé, c'est que j'ai croqué 3 planches au fur et à mesure des échanges. Et donc, vous allez pouvoir voir, et je pense que comme ça sera intégré dans le replay, vous pourrez prendre le temps surtout de les regarder. Je remercie vraiment chacun des intervenants pour les propos très riches. C'est vrai que c'est très frustrant pour une facilitatrice graphique de devoir couper dans alors ça défile très vite et pardon. En même temps que vous parlez, on commence à voir votre travail, Claire, mais il va falloir qu'on ait le temps de l'appréhender parce que sans ça, je suis pas sûr qu'on ait le temps de tout lire. Je vous en prie. Non, c'est pas l'objet, justement. C'est bien ce que j'allais vous proposer. D'accord. C'était effectivement, c'était une bande-annonce, un avant-goût. Mais bien sûr, l'idée c'est de peut-être retourner sur le replay et j'encourage chacun à revoir tant les propos et les contenus étaient riches. Voilà, donc merci encore à chacun. C'est quelques éléments promptement saisis, mais là encore, il y a bien de quoi réfléchir et repenser et réabonder en réentendant les propos.
D'accord, donc vous nous invitez à revenir voir ces fresques sur la trace vidéo de la soirée. C'est très ignatien, cette idée de finalement de relecture des échanges. Merci beaucoup Gaspard Koenig, merci évidemment Claire Chenu, Charles Voury et Anne-Sophie Leroy que je vois là pour votre participation à cette table ronde très riche. Comme on l'espère, tous les sols européens d'ici quelques années, le temps que toutes les bonnes solutions que vous avez prêchées soient entendues, que ceux qui ont des oreilles qu'ils entendent. Et je crois que maintenant, nous avons un temps plus informel d'apéritif pour continuer l'échange autour de nos intervenants. Merci beaucoup et je remercie évidemment les alumni de l'Agro pour leur présence. Peut-être un dernier mot pour remercier d'abord tous ceux qui sont déplacés, qui sont venus ici, tous ceux qui ont contribué à l'organisation. Et donc vous donner rendez-vous au prochain mardi des agros, qui sera non pas un mardi pour une fois, ce sera le jeudi 4 octobre sur la loi d'orientation et l'installation des nouvelles générations d'agriculteurs.